Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime en ce lundi 30 janvier. Salutations Stéphane Rochette à mes côtés, salut. Salut Joe. Gros Bon week-end de hockey et un lundi, hein, on se sent comme un lundi. Ouais, c'est un la peu décompression du lundi. Hein? C'est toujours la décompression du lundi. Nous, on a une séance le lundi matin, etc. On va remettre la machine en route. Là. Un peu détimé parce qu'on travaille le soir, le week-end, et puis le lundi matin. Ah, puis là, il y a du football américain. Tout le monde a une petite mine. Là. Puis là, il y a du football américain la nuit. Hein? Les playoffs de football américain, moi, ça me nuit un peu. Moi, j'ai regardé du hockey encore hier soir, du hockey junior. Voilà, donc... Voilà, les petits yeux, mais on est prêts quand même pour cet overtime. On a beaucoup de choses à discuter avec vous. Évidemment, on vous invite à nous poser vos questions dans le chat. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont salués. Et salutations spéciales à Élodie qui nous dit qu'elle est à l'heure cette fois. Très heureux que tu sois avec nous. Élodie, évidemment, on vous rappelle que cette émission sera disponible en rediffusion sur toutes nos plateformes cet après-midi. Donc, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, Facebook. Voilà. Tout est dit. Steph. Moi, je te laisse les nommer, ceux-là. on va te faire un challenge une fois. Ce sera à toi de les nommer. Tu les entends tellement souvent. Entre Overtime NHL. Finis plus. Bon, on va commencer tout de suite, Stéphane, en regardant du côté du classement. Parce que oui, il y a une course aux playoffs intéressante en National League. Et voilà, elle est apparue, cette nouvelle page. Donc, le classement, Stéphane, c'est très serré. Là, toutes les équipes ont atteint les 40 matchs. Il reste entre 10 et 12 matchs aux formations. Et on voit qu'il y a des luttes très intéressantes, que ce soit pour les playoffs, pour les pré-playoffs, ou même pour la fameuse 12e place, pour éviter les play-outs. Mais là, en mettant 3 barres comme ça, c'est forcément qu'il y a des... Hein, plus on met de barres, plus il y a de courses. On devrait mettre une barre au bout. Ceux qui auront l'avantage de la glace dans les playoffs aussi, etc. Non, mais évidemment, on sait que pour la lutte pour les playoffs et pré-playoffs, on entend que c'est pour l'honneur. C'est pour éviter le petit tour de 2, de 3 qui peut être catastrophique. Hein? On se souvient dans le passé des bonnes équipes qui ont été éliminées là. Mais voilà, on reste quand même des équipes qui sont dans la donne assez positive. Quand même. Quand tu es en pré-playoff, c'est pas une cata parce que oui, c'est... Voilà, mais... Par-exemple, à Genève l'an passé. Ils se sont fait surprendre par Lugano. Il y a 2 ans aussi, par Rapperswil, etc. Évidemment, mais c'est moins... On est dans la donne semi-positive, on va dire comme ça. Par contre... Là, la 10 et 11, là, on est dans une barre un peu chiante parce que là, c'est fin de saison. Bon, fin de saison, on va me dire au moins, c'est bon, à la maison, l'affaire est belle, on se fait oublier, l'entraînement d'été commence plus tôt, on va voir ça positivement. Par contre, la barre la plus critique pour moi cette année, c'est la barre 12-13, 11, 12, 13, 14. 14, bon, on s'entend que pour Ajoie, c'est Putz. Après ça, c'est Lausanne, Langnau, Ambry ou Lugano qui va être 13e. Et c'est celle-là qui est la plus dangereuse. Ouais. C'est la barre de tous les dangers. Parce que là, on est dans une donne super négative. On est dans un risque de malchance. Il peut arriver n'importe quoi. C'est le retour. C'est le grand retour. Le malheureux grand retour de la relégation. Dieu sait ce que je déteste ça. Non, mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Je sais que c'est très européen comme notion. Parce qu'on se dit, de toute façon, ils jouent. Mais... cette relégation-là. J'ai arbitré tellement souvent ces matchs contre la relégation, d'où tu ne te rends même pas compte. Tu te présentes dans les épreuves. Puis c'est les matchs les plus durs à arbitrer. C'est les matchs... Là, tu sais, l'honneur, c'est d'arbitrer la grande finale, puis d'arbitrer les demi-finales, etc. Puis c'est glamour. Mais les matchs les plus importants où il y a le plus d'enjeux, c'est les matchs contre la relégation. Tu joues la vie d'un club, tu joues les emplois de dizaines de personnes. Ça peut être catastrophique. Et la tension c'est tellement une tension négative. T'as des débordements épouvantables dans ces séries-là. C'est tellement... Bref. Ça complique la tâche, d'ailleurs, des directeurs sportifs. On en a parlé avec Julien Vauclair avant le match de vendredi, match contre Lugano, qui était d'ailleurs notre match studio. Je lui ai posé la question si le fait d'avoir un avenir incertain comme ça, d'être lanterne rouge d'un championnat où il y a une relégation, ça complique ses signatures. Il n'a pas voulu répondre directement que c'est pour ça. Il a dit la longue séquence de défaites nous a compliqué la vie. On avait des bonnes discussions avec certains joueurs. Mais là, clairement, d'être dernier, c'est pour ça.
C'est parce que les gars ne signent pas là parce qu'ils ont peur justement de la relégation. Ben oui, c'est pas tous des contrats garantis non plus. Hein. Donc, si, non, en général, les contrats sont caducs, donc on recommence à zéro. Le lendemain de la relégation, il y a le GM qui se met sur le téléphone. Tu veux rester, tu veux rester, tu veux rester. Puis il n'y a personne qui veut s'engager dans un club déjà à jouer à beaucoup de peine pour différentes raisons à tirer des joueurs. On a moins de budget, c'est une région en gros éloignée. Les Suisses, c'est une raison purement typiquement francophone. Donc, pour les Suisses allemands, c'est plus compliqué. Il y a moins d'écoles pour les familles, les étrangers. Tout est plus compliqué. Puis, en plus, tu dis, ben, OK, je signe là, mais peut-être que tu me téléphones le 22 avril pour me dire, finalement, désolé, on est relégué. On n'espère pas que ça arrive. Mais ça peut arriver. Donc, évidemment, tous les êtres humains font le calcul en disant, attends, moi, je vais attendre. Donc, les joueurs s'engagent ailleurs. Donc, ça rend la reconstruction ou la construction de l'équipe beaucoup plus compliquée. Tu signes des gars comme Fischer. Tu as réussi à re-signer Brennan et d'autres parfaits. Là, tu as été chercher Fischer. Fischer a perdu patience à Ambry. Ambry l'avait mis en attente en disant on attend. Lui, il a dit écoutez, moi j'ai une offre à jouer, vous décidez. On ne peut pas te dire maintenant. Il a dit OK, je signe à jouer. Mais c'est un gars, Fischer, honnêtement. Il n'y a pas 5 offres sur la table. C'est pour ça qu'il s'est dépêché de signer. Mais après, c'est quand même plus de profondeur dans une brigade défensive qui n'avait pas de profondeur. Il va certainement apporter quelque chose, on s'entend. Mais quand même, Fischer, c'est pas lui qui va transcender cette équipe-là. Je trouve que c'est un défenseur qui est dans le même pattern que Pilet et que Thierry. Ouais. Donc, on a un défenseur physique, imposant, mais qui, avec la rondelle, c'est plus compliqué. Steph, avant de continuer sur Ajoie, on va revenir au classement parce qu'on a eu le commentaire de Kevin qui nous dit Zug revient fort sur Fribourg. Oui. Et je vais prendre ce commentaire-là pour parler également de Davos qui fait la bonne affaire, rendu 8 points au-dessus de la barre de cette fameuse 7e place de ses pré-playoffs. Davos qui est 5e pour le moment. C'est quoi le gap le plus confortable à ce temps-ci de la saison? Parce que là, moi, quand je regarde Zug versus Davos, 8 points, je me dis, OK, c'est bon, ça devrait bien passer pour Davos. Quand on regarde Fribourg à 4 points devant Zug, ça va être une chaude lutte. Zug a un match de moins. Mais, exactement. Si Zug gagne ce match-là, c'est 1 point virtuellement. Mais c'est quoi être confortable? Est-ce que Davos est dans une chaise confortable à 8 points d'avance ou c'est encore trop tôt? Selon toi, je veux vous entendre également, je veux vous lire dans le chat. C'est quoi le gap confortable pour une équipe? Il faut toujours voir ça. Après, on connaît pas toujours les confrontations directes parce qu'il reste encore un tour, mais quand tu as 8 points d'avance, ça veut dire que Zug, pour rattraper Davos, ils ont le même nombre de matchs. Ils doivent en gagner 3 de plus que Davos. Ils doivent faire 9 points de plus. Donc, c'est 3 victoires en temps réglementaire de plus que Davos dans les 12 prochains matchs. Ça veut dire que si Davos en gagne juste la moitié, ça veut dire que Zug doit en gagner 9. 9-3, Zug n'a pas fait ça de l'année. Ça peut arriver. Mais ça veut dire que Zug doit en gagner 9 des 12 pour passer devant Zug. Pour Davos. S'ils en gagnent, mettons que ça va mal, 5. Ils n'en gagnent que 5. Ils ne jouent pas pour 500 ou 4. Ça veut dire que Zug doit quand même aller chercher 8 victoires. C'est 8-4. Là, ils n'ont pas ce rythme-là depuis le début de l'année. Parce que la question se pose aussi pour Lausanne. Parce que Lausanne, si on revient au classement pour le LHC, oui, ils ont un match en main sur Lugano, mais ils sont à 7 points de la 10e place, donc des pré-playoffs. Est-ce qu'on peut... Et quand on entend Igor Jelovac qui nous dit en entrevue d'après-match, si on joue comme ça, qu'on joue bien, qu'on applique bien notre système, on peut connaître du succès. On le voit maintenant. Ça, c'était après la victoire contre Zurich. Et il a même prononcé le mot, si on continue comme ça, on peut se donner une chance pour les pré-playoffs. À 7 points. Oui, mais là, il faut que tu en gagnes 3 de plus aussi. Ou tu fasses 8 points de plus. Ils ont un match de moins. S'ils le gagnent, c'est moins compliqué, mais... Et puis là, ça, c'est si on regarde Lugano. Mais il y a aussi Langnau et Ambry qui sont entre deux. Ils vont faire des points. Donc, quand tu dois rattraper une équipe à 7 points, tu dis, bon, tu gagnes ta confrontation directe, tu retombes à 4, tu gagnes ton match en main, tu tombes à 1 point, OK. Mais là, tu dois rattraper aussi Langnau et aussi Ambry. Donc, plus tu as d'équipes à rattraper, plus la configuration devient compliquée. Donc, moi, j'y crois pas. Je crois pas que Lausanne, même si Lausanne en gagne 7 ou 8, je crois pas qu'ils vont... J'ai de la peine à croire. Ça peut arriver. Si tout à coup, ils collent 8-9 victoires. Mais est-ce que Lausanne est capable de nous coller 8-9 victoires avec ce qu'on a vu cette année? J'en doute. J'en doute un peu. Dominique qui nous dit
à son point de vue, avec 25 points d'avance, Genève a une avance confortable, selon lui. Je pense que oui. Non, mais je vais regarder. Je regarde également, j'ai sous les yeux le classement de la saison dernière. Pour participer aux playoffs l'an passé, ça prenait 87 points. Parce que même à 87 points, Lausanne n'avait pas participé aux playoffs. Même à 88. Évidemment, il n'y a pas toutes les équipes qui avaient joué 52 matchs. Là. Et pour les pré-playoffs, c'est Ambry qui s'est qualifié avec 66 points. Lugano, en ce moment, en a 55. Donc, leur manque 11 points pour arriver à peu près au même schéma que l'an passé. À voir si ce sera à peu près les mêmes chiffres. Mais ça reste quand même une course aux séries qui s'annonce des plus intéressantes. Bon, Steph, tu as parlé un petit peu de la joie. On va justement parler du HC Ajoie. Avec, voilà. Ça a été compliqué de partir cette transition. Voilà, on est de retour. Steph, bon, Ajoie qui avait connu des bons moments à la venue de Julien Beauclerc, mais on voit quand même que cette équipe-là a des limites sur la patinoire. Et ça s'est vu encore ce week-end. Week-end catastrophique pour eux. Là. Oui, ils marquent deux buts contre Lugano. C'est en fin de match, un but dévié un peu chanceux, un autre que c'est un bon tir, mais sinon, cette équipe-là n'a pas réussi à se faire valoir ce week-end. Écoutez, ils ont eu des bons résultats avec Julien Beauclerc au début, oui, mais n'oubliez pas que ils ont eu un week-end de 2 victoires quand ils ont battu Zurich et ils ont battu, je ne sais plus qui c'était qui le samedi. On s'entend que c'est des matchs que tu vas gagner une fois de temps en temps. Là. Les étoiles étaient alignées d'une façon incroyable. Chacho, il y a tout qui rebondissait sur le dessus du goal, etc. Tout était absolument Chacho à 97-98% sur 2 matchs. Ils ont accordé presque 100 tirs en 2 matchs, puis ils gagnent les 2 matchs. Ça va pas, ça va arriver. C'était Zurich et Davos. Voilà, ça va. C'est une configuration qui va arriver. C'est comme les planètes, là, tous les 25 ans. Mais voilà, je ne veux rien leur enlever, mais ces 2 matchs-là, on s'entend que c'était presque 2 hold-up. Ensuite, la loi de la moyenne les a rattrapés le match à Fribourg. Et là, les 2 matchs, les a rattrapés dans le sens où ils ont accordé des buts. Fribourg, il y a tout qui rentrait. Plus compliqué pour Ciaccio. Et puis là, le week-end passé, j'ai trouvé que c'était une équipe qui était en mode on va attendre ce qui se passe. Un petit peu moins de... Contre Berne à domicile, ils avaient joué un excellent match. Ça, il faut leur donner. Là. Ils ont un match plein. Berne qui n'allait pas bien non plus. Mais ça, c'est une belle victoire contre Berne convaincante. Et là, ce week-end, moi, j'ai trouvé que c'était notre match studio. Toi, tu l'as commenté vendredi à Lugano. Ils ont laissé des boulevards. Mais j'ai trouvé qu'ils ont été mauvais dans le sens où c'est un système passif mais agressif. Donc, s'ils ont une chance de récupérer la rondelle en forechecking, ils y vont. Et puis sinon, ils reculent. Et on a été très mauvais dans quand est-ce qu'on y va, puis quand est-ce qu'on recule. Puis quand ils ont reculé, c'était au mauvais moment, puis ils ont laissé des couloirs, etc. Qui prend qui? Il y a eu des erreurs de communication dans le back-checking. Je les ai trouvés pas affreux, mais vraiment pas très à leur affaire vendredi. C'était trop facile pour Lugano. C'est walk in the park. La première passe, elle arrivait facile. Les gars rentraient avec de la vitesse. Pour les joueurs de Lugano, ça a été un match super parce que il y avait des boulevards, le gap et des défenseurs étaient mauvais, c'était vraiment pas bon. Samedi, je l'ai moins suivi, honnêtement. Évidemment, c'était pas notre match studio, donc c'est un match que tu regardes du coin de l'œil, mais ça me semblait être un copier-coller. Elodie nous dit Ajoie, je les ai vus jouer contre Lugano vendredi. Justement, c'était compliqué. Moi, j'ai essayé de m'enflammer sur les 2 minutes là, où est-ce qu'ils ont pris un peu le momentum. On t'a entendu. En deuxième période. On a entendu Joe, on s'est dit J'essaie. Écoutez, j'essayais de pousser avec eux, d'essayer mais ça a été hyper compliqué. Ça a été probablement les 2 meilleures minutes de l'équipe. Ensuite, ça a été 3 buts consécutifs de Lugano, puis l'équipe était sortie. On a une question très intéressante de Lucas Faton, à qui nous demande, Stéphane, dans le match Ajoie-Bienne, il était placé derrière le plexi où il y avait l'action. Il dit « Je ne comprends absolument pas la sanction de 5 minutes contre Lucas Ischier. La charge semble totalement correcte, épaule contre épaule. Est-ce que tu pourrais nous apporter un éclaircissement? » Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. On l'a vu en studio. J'ai l'impression que Brennan en a rajouté. Brennan s'en va avec le puck. Il sait qu'il y a un poursuivant et puis il veut se tourner sur lui-même pour remettre le puck derrière. Il a réussi à remettre le puck à son défenseur. Mais il pensait que le gars allait faire un fly-by ou je sais pas quoi. Puis tout à coup, le gars l'a frappé. Il est arrivé contre lui, il chiait. Correct. Boum. Et puis l'autre a senti ça. Je pense qu'il était un peu en déséquilibre. Puis là, sa tête a comme place sa visière a donné contre le plexi. Puis là, il s'est laissé aller. Je crois que Tristan Chervin a fait un peu la même chose contre Fribourg samedi soir. J'ai trouvé que Brennan en a rajouté terriblement.
Moi, si j'étais les arbitres, j'aurais écrit un petit rapport pour regarder. Malheureusement, les images, on le voit pas très bien. Les angles de caméra sont pas super bons, mais je pense que Brennan a fait un embellissement là-dessus. Je pense que la bonne décision, ça aurait été, je pense, 2 minutes. Bon, évidemment, les arbitres, ils se sont dit, on dit qu'on va aller, on donne 5, donc ça leur permet d'aller voir la séquence. Ils se sont dit, 5 matchs, c'est trop. Donc, on est allé à mi-chemin. On a donné 5 tout seul, sans expulsion pour le match, en se disant, c'était trop violent. Donc, les arbitres s'en sortent avec ça. C'est un outil intéressant. On a vu 5 minutes pour trébucher aussi qui a été donné. C'était à Brennan, justement, vendredi soir. C'était un entre-deux. Moi, je pense que Brennan en a rajouté. Puis, je pense que la mise en échec, effectivement, n'était pas... Ça ne méritait pas forcément 5 minutes. Non, mais c'est vrai que les angles de caméra étaient compliqués parce que lorsqu'il fait la mise en échec, la rondelle part de l'autre côté, tout de suite la caméra quitte. Et derrière la cage, on a les montants là, entre le plexi, entre les couches de plexi, on ne voit pas super bien. L'angle n'est pas fameux. Donc, mais voilà pour la réponse. Il y a Frédéric, parce que évidemment, là, il y a 2 coachs qui ont été virés depuis qu'Ajoie est en National League. Et il nous pose la question concernant les contrats des entraîneurs parce que Gary Sheehan avait la possibilité de prolonger. Je pense que son contrat était prolongé d'une saison si l'équipe se maintenait cette année. Philippe Péchan, lui, qui a été congédié, donc son contrat n'a pas été racheté. Il est toujours à l'emploi payé, en fait. Par contre, s'il se trouve un autre contrat, ça se termine. Exact. S'il se trouve un emploi comme entraîneur ailleurs, ça se termine, ou comme n'importe quel job. Et là, semble-t-il qu'il est en train ou il aurait signé à Liberec, son ancien club, je crois. J'ai vu passer dans les nouvelles qu'il aurait peut-être trouvé un emploi. Je ne sais pas si c'est maintenant ou pour l'année prochaine, mais si c'est de toute façon pour la Ajoie, c'est ça en moins. Ouais, c'est une grosse dépense en moins. Puis pour Gary Sheehan, je pense que tout est encore à l'étude, là, parce que... selon mes informations, son contrat sera renouvelé d'1 année, donc ils devront le payer. Si Ajoie se maintient, ils devraient le payer encore pendant 1 année. À vérifier avec lui. Après ça, c'est toujours des discussions de dire mais souvent, les clauses applicables, je me souviens de John Ben Boxmeer, pour ceux qui se souviennent à Lausanne, disait dans son contrat, il y avait une clause en Ligue, un contrat de Ligue B, et s'il montait en Ligue A, c'était 100 000 de plus. Et puis, comme il était toujours sous contrat et ils ont fait la promotion sans lui, il a été payé 100 000 de plus l'année d'après. Okay. Mais c'est des contrats à durée déterminée. Hein. C'est les gens, ils disent c'est bien, ils sont payés, etc. Mais oui, mais ils sont payés, mais t'as pas de job entre deux, puis ça tourne dans la tête, et puis tu dis, attends, là, il y a le chômage après, puis ça commence à presser. Donc, j'ai déjà dit dans un de mes podcasts, des jobs de con. Ouais. C'est vraiment des jobs de con. Moi, c'est des vies pas si faciles que ça. C'est le seul job que tu sais que tu vas te faire virer. Tu sais juste pas quand. Tu dois toujours amener ton équipe à performer. Tu peux pas te relâcher. Donc c'est exactement. Écoute, ils ont des bons salaires, heureusement pour eux. Heureusement, mais des bons salaires. C'est pas comme en NHL. Ça dépend de quel club. C'est ça, des bons salaires. Excuse-moi, mais t'es pas rentier quand tu finis. Quand t'es en train de 10 ans à jouer, excuse-moi, mais... non, Gary... c'est comme un enseignant. C'est le même salaire qu'un enseignant. Tu te mets pas riche avec ça. Tu as besoin de travailler, tu remplis t'appelles BP, mais c'est pas des contrats. Grunberg, on parlait à Grunberg, à Grunborg, on parlait d'un contrat de 500 000 net. C'est pas la même chose à jouer. Non, lui, il s'est mis riche avec ça. 500 000 net, ça veut dire qu'il a presque 2 millions dans son compte de banque net après 4 ans. Ça n'a rien à voir avec Ajoie, là. On s'entend. Là. Puis un salaire en National League d'un coach, ça va de 100 000 peut-être, une centaine de mille à Ajoie à 1 demi-million. Ouais. Donc, c'est... puis 1 demi-million net. Donc, un 100 000 brut ou un 120 000 brut versus un 500 000 net, ça, c'est 10 fois moins, hein? Il y a une sacrée différence. Pas la même ligue. Je n'ai pas vu les contrats, mais... c'est ce qui court, c'est ce qu'on entend. Exact. Il y a Ludovic qui nous demande, qui écrit dans le commentaire, Vauclair devrait rester, les joueurs suivent ses idées et on voit qu'ils sont plus épanouis qu'avec Péchan, dont le coaching était défaillant. Moi, je le trouve dur un peu. Je pense pas que Péchan est un mauvais coach. Non, mais clairement, les joueurs voulaient plus jouer pour lui. Ça se voyait. Après, c'est la gestion. Ça se sentait. C'est pas ses qualités techniques qui sont mises en cause, c'est peut-être sa gestion de l'équipe. Écoutez, les choses pour lui ont commencé à être plus compliquées quand il a mis un certain Michael DeVos en tribune. C'est ton leader.
C'est ton joueur informel. C'est un joueur intense. Dans l'équipe, il y en a qui n'aiment pas trop parce que lui, c'est un gars qui pousse, etc. Puis d'un côté aussi, je veux faire mes points, etc. Mais c'est un bosseur, c'est un professionnel, c'est un tenace. C'est le leader de cette équipe-là. Avec Hazen, clairement. Il y a Brennan aussi maintenant. Mais on l'aime pas. Mais voilà, là, après ça, tu t'attaques au meilleur joueur de l'équipe parce qu'il a fait des chiffres trop longs, parce qu'il n'a pas changé au bon moment, etc. C'est une façon de gérer, mais avant de mettre DeVos en tribune, tu le rentres dans ton bureau, tu dis hey, on peut-tu faire un deal les deux? Là? Si tu le fais pas, là, ça marche pas. Si toi, tu n'appliques pas mes consignes... Mais clairement, Steph, sa communication, on est en 2023, la communication chez les entraîneurs, c'est le mot. Là. Maintenant, on veut des coachs qui communiquent, on veut plus des coachs à l'ancienne. Les joueurs veulent savoir tout, quoi, Péchan, comment, pourquoi. Alain Birbaume était LT Scratch, n'était pas aligné pendant 5, 6, 7, c'était entre 5 et 10 matchs. Il était dans l'année et il n'a jamais su pourquoi. C'est ça. Non. On a fini, nous, par savoir pourquoi, mais sinon, il ne savait pas pourquoi. Péchan ne lui a jamais dit. C'est peut-être ces petits problèmes-là, au final, qui font que... Parce que Quand tu gagnes, ces problèmes-là, personne n'en parle. Quand tu gagnes pas, là, tout à coup, les joueurs ils se mettent à parler aux journalistes, à leurs copains, puis c'est des petits milieux, hein, je veux dire. Les gens, ils ont une vie sociale, et puis ils répètent, puis tout le monde finit par le savoir. Donc, quand tu as un joueur malheureux, puis tu perds, un joueur malheureux, il siffle à l'oreille de tout le monde. Et c'est comme ça. Alors, Péchan, il est arrivé là. Encore une fois, est-ce que quelqu'un, j'avais dit dans mon podcast, est-ce que quelqu'un l'avait averti où il mettait les pieds? Le gars, c'est un étranger. Je pense que Vauclair s'est dit, je vais prendre un étranger qui ne parle pas forcément la langue, etc., puis qui va être externe à tout ça, puis il va être déconnecté de la réalité. Je peux comprendre l'idée de son choix. Sauf que ça a tourné contre lui, finalement. Puis Péchan est arrivé là, puis il a voulu appliquer des méthodes que tu ne peux pas appliquer dans un petit milieu comme ça, dans une hiérarchie d'équipe comme ça. Et voilà. Puis avec ses assistants, est-ce qu'on peut le dire maintenant qu'avec ses assistants, ça commençait drôlement à chauffer? Et puis, est-ce qu'on peut dire aussi que certaines rumeurs qui nous disent je mets le si et le ré, qu'il aurait mis carrément Julien Vauclair dehors de son bureau dans une séance en disant écoute, Julien, tu restes en dehors d'ici, tu n'as rien à voir là-dedans. Je ne l'ai pas vu. On m'a dit. 2 sources, mais je ne l'ai pas vu, je l'ai pas dit. Donc, il aurait claqué la porte au nez de Julien Vauclair à un certain moment donné, alors que Julien Vauclair voulait s'approcher du vestiaire des entraîneurs. Ça, c'est pas longtemps avant qu'il soit viré. Alors, je mets un si puis un ré, là. Mais ça commençait vraiment à chauffer entre les deux hommes. On le savait. Souvenez-vous de l'article de Cyril Pache sur lematin.ch, une semaine avant le congédiement. Il avait élaboré les plans. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans l'après-Péchan? C'est quoi les options? Puis dans toutes les options, c'était Péchan est viré. Donc lui, une semaine avant, Cyril Pache, très bien informé dans cette région de la Suisse, partout d'ailleurs, très bon journaliste, avait déjà soumis les options à Julien Vauclair. Donc quelqu'un lui avait peut-être dit que ça s'en venait. Peut-être. Je sais pas. Pas dans la tête de Cyril. Mais en tout cas, il avait élaboré les plans. Ouais. C'est drôle parce qu'un des plans qu'il avait élaboré, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu dis ça, tu dirais. Hein? Ça, c'est le genre de truc. Quand tu sais une information, tu sais que c'est ça qui va se passer, puis tu peux pas le dire, mais tu mets 3 options, puis tu mets cette option-là. Non? Ouais. Moi, je dis ça, je dis rien. À Ludovic qui en rajoute, là, il dit je disais défaillant parce que lorsqu'Ajoie était en prolongation, il sortait le gardien. Une gestion du money time pas efficiente. C'est vrai qu'il y avait quelques petites pratiques, là, nouveau genre, que je vais mettre entre guillemets. Il appelle ça le hockey moderne. Le hockey moderne qui ne fonctionne pas toujours, qui a encore des preuves à faire. Et pour terminer sur Ajoie, il y a Elodie qui nous dit un peu comme Chris McSorley à Lugano. Je trouve dommage que ce soit les joueurs qui choisissent de jouer pour ou contre l'entraîneur. C'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux pour l'entraîneur, oui. Parfois aussi, on ne sait pas tout ce qui se passe à l'interne, mais clairement, ça se sent et ça se voit quand des joueurs ne jouent plus pour l'entraîneur. L'an passé, dans la séquence négative d'Ajoie, on voyait très bien que les joueurs jouaient contre Gary Sheehan. Ça se sentait, ça se voyait. Il a été viré. Ça se passe beaucoup comme ça. En même temps, tu mets ton argent, le plus gros de ton argent, le plus gros de ta masse salariale est dans les joueurs. Si eux décident de ne plus jouer pour leur entraîneur, le plus facile à virer, c'est qui? C'est pas les 23 joueurs que tu as, c'est l'entraîneur. Exemple typique. Marc Arcobello à Lugano, qui était, on dit que c'est un bon gars dans le vestiaire et tout, mais c'était le porte-parole de l'équipe par rapport au fait que ça ne marchait plus avec McSorley.
Donc, il a été pointé du doigt, mais lui, on m'a dit au Tessin, c'était juste le gars qui a alarmé la direction. Bon, puis c'était un des gars aussi qui ne s'entendait pas avec Chris, qui n'était pas d'accord de pratiquer le style de Chris McSorley. Alors, au début d'année, on savait que ça grenouillait depuis l'année passée, ça. Cet été déjà, on le savait au camp d'entraînement, au début du camp, que ça allait être compliqué pour McSorley. Certains avaient dit non, ça ne va pas tenir, ça ne va pas tenir. Certains proches de McSorley le savaient aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que Nat Dominichelli a fait, que la direction a fait? Ils ont prolongé Marc Arcobello. Marc Arcobello, son contrat se finissait à la fin d'année cette année. Ils l'ont prolongé de 2. Donc, le beau Marc. Hein? Marc s'est dit, moi, je suis en business pour 3. Baisse un petit peu mon salaire, pas grave. Abri de la pauvreté, lui. Et puis, tout à coup, il se présente à l'entraînement avec Chris. Il dit, Chris, moi, j'ai 3 ans de contrat. Non, mais, alors, Chris, tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai 3 ans de contrat. Quel pouvoir a un entraîneur s'il n'est pas GM, s'il n'est pas directeur sportif comme Chris l'était? Quel pouvoir que tu donnes? Quel message que tu envoies? Je prends le parti de Marc Arcobello, je le prolonge, c'est notre leader, c'est un bon joueur, etc. Je le prolonge. Je lui donne la sécurité d'emploi en sachant très bien qu'il est le porte-parole ou qu'il est un des joueurs qui est en désaccord avec l'entraîneur. C'est quoi le message que tu envoies, Joe? Ça veut dire que même... Mirko Muller, 5 ans. On en a fait un des joueurs les mieux payés. On parle d'un contrat de 5 ans, 4 800 000 par année. Je n'ai pas vu le contrat encore une fois, mais c'est ce qu'on dit. C'était plus ou moins les chiffres articulés. Puis on est rendu là pour les meilleurs joueurs suisses, tant mieux pour eux. Je le dénonce pas. Mais Mirko Muller, quand il regarde Chris McSorley, Chris, qui a le pouvoir entre les mains? Exactement. Non, c'est ça. Non, il a vraiment donné le pouvoir à ses joueurs. Exact. Puis il est arrivé ce qui arrive. Il est arrivé ce qui devait arriver. Et Kevin Dizug a fait passer le même message en prolongeant l'entraîneur en cours de saison cette année, mais le message inverse. Message inverse. Mais c'est le même message également. OK, on prend une dernière question sur Ajoie parce que la question est intéressante, mais il va falloir qu'on avance aussi. On a déjà plus d'une demi-heure de fait. Attends, Joe, t'es pas pressé? Moi, je suis pas pressé. Il y a Samy qui nous demande, ma question est sur Ajoie. Il trouve qu'Ajoie n'a pas beaucoup de prolongation de contrat pour la saison prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est un atout de faire une saison avec 10 ou 12 nouveaux joueurs l'an prochain, en prenant en considération que l'équipe reste en National League? Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient? Je pense que ça dépend aussi de la qualité des nouveaux arrivants. Si tu changes les joueurs pour en changer, comme on dit au Québec, si tu changes 4,30 sous pour une pièce, 4 pièces de 25 centimes pour une pièce d'$1, tu vas pas très loin. Tu changes pour changer. Mais après, il faut changer quelque chose. Si tu veux garder ton pouvoir, même comme directeur sportif, si tu veux faire longtemps, etc., tu dois un entraîneur. On dit que tu as 2 choix. Soit tu changes ton entraîneur aux 2, 3, 4 ans, parce que ton pouvoir s'use évidemment sur les joueurs, ou soit tu changes ton noyau de joueurs et tes joueurs. C'est ce que Chris McSorley a fait pendant des années. Le contre-exemple de ça, c'est Arnaud Delcourteau qui a été à la tête de l'équipe avec le même noyau pendant plusieurs années. Ça, c'est l'exception. Mais de façon générale, si tu veux garder ton pouvoir, McSorley était pas stupide. Il voulait garder son job. Il changeait ses joueurs pour avoir un renouveau chaque année. Il y a eu quelques piliers, des Kevin Romy de ce monde, des Bézina, etc. Et Dieu sait combien de fois il s'est pris de bec avec Bézina. 2 caractères forts. Mais c'est une façon de gérer. Mais c'est vrai que tu dois renouveler un petit peu. Tu dois changer un petit peu quelque chose, surtout dans une équipe comme Ajoie. Tu dois amener un petit peu du spirit, d'expérience. Je pense que Fisher va amener un petit peu quelque chose dans ce sens-là. Mais je pense que de toute façon, tu as tes leaders, tu as tes 4-5 joueurs, ton noyau fort. Alentour, c'est des joueurs qui sont souvent interchangeables. Mais je pense que pour Ajoie, si on amène des nouveaux joueurs après 2 saisons difficiles, c'est du sang neuf, c'est du positivisme, de l'expérience, du leadership. Ça dépend qui on signe aussi. Mais je pense que ça ne peut pas avoir de négatif considérant les 2 dernières années difficiles qu'on a eues. Je pense que ça pourrait avoir que du positif d'amener du sang nouveau à condition que ces nouveaux éléments soient des joueurs de qualité aussi. Et ça, pour l'instant, on n'a une nouvelle arrivée d'annoncer. Heureusement, TJ Brennan reste parce que c'est probablement le point positif de cette saison. On s'attendait à DeVos Hazen. Asselin a une bonne saison dans les circonstances. 13 buts. 13 buts. Après, il y a des petits défauts dans son match. C'est un buteur. Mais il est payé pour marquer des buts, pour obtenir des points. 25 points, 13 buts. Tu n'as à 15 à 20 buts à Ajoie, pas mal. Pas mal du tout. Dans cette ligue-là, excusez-moi, là, prenez un joueur suisse qui marque 15-20 buts. Il gagne combien?
Ouais, ça, c'est toi qui le sais. Hein? C'est toi qui sais les secrets des contrats. Un joueur suisse de 15-20 buts, on se l'arrache. On se l'arrache. Ça, c'est sûr. Bon, Steph, on poursuit. On a parlé du HC Ajoie, je vous rappelle, parce que demain, c'est une soirée de National League à 7 matchs. Donc, il y aura studio. On pourra te retrouver, d'ailleurs, Stéphane, en studio. Et ce sera contre Cloton du côté de la Raiffeisen Arena. Donc, le match du HC Ajoie demain. Steph, on va maintenant parler d'une autre équipe qui a été en difficulté toute la saison, mais qui, là, s'est replacée, du moins dans les 3 derniers matchs. C'est Lausanne. Évidemment, je suis un peu sarcastique dans tout ça parce que... c'est 8 sur 9. 8 points sur 9. C'est 8 points sur 9, 2 fois contre Langnau, mais ce sont des matchs qui ont gagné. C'est des matchs à 6 points, en fait 5 points, donc ça fait 10. Non, je suis pas content. Mais par contre, la victoire contre Zurich, celle-là, elle est très intéressante pour Lausanne, surtout que c'était un déplacement du côté de la Swiss Life Arena. La première fois que Lausanne s'était rendue à Zurich, dans cette nouvelle patinoire, c'est moi qui commentais. Ça avait été catastrophique pour Lausanne. Et ma question, Steph, le gardien de but, Lorikainen, a joué les 3 derniers matchs de l'équipe à 3 victoires. Les 2 premiers, Pounenov, c'était pas disponible. Ouais. Là, il était surnuméraire lors du dernier match. Est-ce que tu changes Lorikainen? Est-ce que tu ramènes ton premier? Est-ce que tu y vas avec lui qui te fait gagner? Moi, je pense qu'il va le remettre. Moi, je retournerai avec lui. Honnêtement, je n'ai pas pu vraiment l'analyser en détail. Mais il n'a pas été très occupé dans le match qu'on a eu à Lausanne contre Langnau. Langnau était épouvantable. Le match de samedi, c'était un peu différent. Mais tu gagnes des matchs. Comme tu as dit, il te fait gagner. Donc, Kovac, on a puni Kovac. Kovac a été mis de côté, meilleur marqueur, top scorer de l'équipe, mis de côté. Et puis là, il a conservé... contre Zurich samedi soir, la même équipe avec laquelle il avait eu du succès, à peu de choses près, il a conservé la même équipe que la semaine d'avant. Donc je pense que je ne verrais pas pourquoi il changerait son fusil d'épaule. Salomaki a marqué un gros but samedi. Donc moi je pense qu'il va aller dans la stabilité. Peut-être qu'il a trouvé une chimie intéressante finalement. Je trouve la question intéressante de Fred sur le chat parce que justement, il parle de Kovac surnuméraire et il dit que c'est un choix fort de Jeff Ward de laisser son top scorer en tribune. Mais d'ici la fin de la saison, est-ce que Lausanne doit aller chercher un nouvel attaquant? Parce que là, oui, en ce moment, je pense que c'est Sekatch qui a le maillot de top scorer, si je ne me trompe pas. Mais reste que ton vrai top scorer est dans les tribunes et ça n'empêche pas l'équipe de gagner quand même. Est-ce que ça vaut la peine d'ajouter un nouveau joueur, de le greffer à un groupe à 10 matchs de la fin de la saison pour une éventuelle série de play-out ou de fin de saison? Il faut peut-être chercher un gars pour éventuellement rentrer s'il y a des blessés, etc. Mais un gars dominant maintenant sur le marché... il n'y en a pas. Il y en a les pas. playoffs approchent. C'est pas mon job de faire directeur sportif, mais playoffs, après, c'est les agents, etc. Les réseaux, il y a une date limite aussi. Donc là, il faut qu'ils respectent cette date limite-là. Je sais pas. Moi, je pense que la décision de Kovac, c'est une décision qui concerne... Il n'a pas joué des gros matchs. Moi, je me souviens d'avoir commenté le match à Ambry. Le nombre de passes ratées incalculables, etc. Ça reste un joueur qui a un sens du jeu limité, correct, average, 7 sur 10, pas plus. Et s'il ne t'en marque pas, il était sur une mauvaise séquence parce qu'il n'avait pas marqué depuis je ne sais pas combien de matchs, comme à peu près tous les bons joueurs de cette ligue qui ont des mauvaises séquences. Mais c'était plus dans son cas une question d'attitude. Selon mes antennes, c'était une question d'attitude et de comportement dans le cas de Kovac. On n'était pas content de son leadership, de comment il se comportait, de ses réactions. Donc c'était plutôt dans ce sens-là que le choix de l'entraîneur a été... c'est ça qui a dicté plus ou moins puis en plus que le gars ne produisait plus. Voilà, donc c'est un ensemble de choses. Et puis l'équipe semble pas trop mal se porter ça reste un bon joueur de hockey, mais l'équipe semble se comporter plutôt bien en son absence. On avait reçu, Steph, une question hier soir de Marc qui nous disait qu'il ne pouvait pas être sur le chat aujourd'hui, il ne pouvait pas être de l'émission en live, mais il voulait quand même revenir sur un élément de ce match entre Zurich et Lausanne. Pour certains qui ont vu les highlights, Joël Gennady est allé d'un arrêt spectaculaire sur la ligne rouge à taper la rondelle au vol. Mais ensuite, s'en est suivi une mêlée devant Lorikainen. Et sa question revient sur cet élément. Et il demande, est-ce que l'arbitre peut donner un penalty sur un puck bloqué
sur le puck bloqué par Salomaki dans la zone du gardien. Pour remettre un peu les gens en contexte, ceux qui n'ont pas vu, Gennady fait l'arrêt avec sa canne. Le puck reste dans le demi-cercle du gardien, derrière le gardien. Salomaki l'aperçoit, fonce vers le gardien, tape avec sa rondelle. Avec sa canne. Avec sa canne, oui. Tape la rondelle avec sa canne. La rondelle qui revient entre les jambes du gardien qui était à ce moment-là assis, donc entre ses jambières. Et il pousse avec la main le puck vers la jambière de Lauri Kainen. Voilà pour un peu remettre en contexte. Alors, un joueur peut pousser le puck avec la main, donc faire une passe avec la main à son gardien pour que le gardien puisse geler la rondelle. Ça, c'est clair. Ce que les joueurs n'ont pas le droit de faire, c'est de geler la rondelle, de mettre la main dessus clairement et qu'il y ait un arrêt de jeu ou de mettre les genoux dessus ou se coucher sur une rondelle pour obtenir un arrêt de jeu. Donc, si l'arbitre siffle parce que le puck a disparu puis se retrouve en dessous d'un joueur qui est dans le demi-cercle, le puck est dans le demi-cercle et le joueur aussi, ben là, c'est penalty. C'est aussi penalty dans une situation où le joueur met la main, il y a une rondelle libre, le joueur met la main sur la rondelle et à ce moment-là, il y a un joueur de l'autre équipe qui pouvait pousser le puck au fond, puis à cause qu'il met la main sur la rondelle, il ne peut pas, même s'il la relâche après. Donc, le puck est là, je mets la main dessus pour empêcher que le gars le tape, puis une seconde après, je le pousse dans le coin. Ça, c'est penalty. Même s'il n'y a pas eu de coup de sifflet. Donc, ce qu'il a fait, Salomaki, c'est faire une passe avec la main à son gardien. Oui, il a gardé peut-être la main dessus à un moment donné, on ne le voit pas très bien, mais il n'y a aucun joueur de Zurich à ce moment-là qui est en mesure de pousser cette rondelle-là. Donc, pour moi, c'est un jeu. C'est un bon jeu. Il n'y a pas de pénalité là-dessus. Il n'y a pas de pénalité ou de pénalité. De toute façon, les officiels sont allés à la vidéo. Justement, c'était pas concluant la main quand est-ce qu'il relâche le puck ou non. Mais de toute façon, Steph, en allant à la vidéo, on ne peut pas donner un pénalité de toute façon. Tu ne peux pas donner de pénalité, pas pour les 5 minutes quand tu vas avoir, mais tu ne peux pas donner de pénalité sur une action devant le but sur les bases des images vidéo. C'est trop facile. Les seules pénalités que tu peux donner sur les bases de l'image vidéo, c'est quand ils vont pour un 5 minutes, comme on le voit maintenant. Quand tu vas clairement pour une pénalité. Et c'était 5 minutes ou pas. Mais le reste, non. Même moi, ça m'est arrivé d'aller à la vidéo et puis d'arriver là et de me dire, oi. Bon, là, des fois, tu te dis, c'était 2 minutes. Ou bien tu rates un immense cross-check derrière le jeu, puis tu le vois à la vidéo, tu dis, aïe. Mais non, mais même s'ils avaient déterminé que Salomaki a mis la main, etc., s'ils avaient déterminé que on l'a loupé, on aurait dû donner pénalty, tu ne peux pas donner pénalty sur les bases. Ils sont allés voir si le puck avait franchi la ligne. D'ailleurs, ils ne sont pas allés voir ça. Ils ne sont pas allés voir la main de Salomaki. Non. La main de Dieu. Il y a Quentin qui nous dit, pour moi, il faut arrêter de penser aux pré-playoffs du côté de Lausanne. Pour eux, actuellement, c'est de finir 12e. Et lorsqu'ils auront atteint cet objectif, s'ils l'atteignent, évidemment, ils pourront regarder plus haut. C'est vrai qu'en ce moment, on regarde beaucoup Lugano. Lugano est à combien de points? Mais la vraie question, c'est surtout de rejoindre Langnau. Là, de côté de Lausanne, on veut juste sortir de la 13e place. Là, parce qu'on commence à avoir chaud et à stresser. On commence à avoir le feu au cul, comme on dit, parce que honnêtement, là, c'est d'éviter cette 13e place à tout prix. Je pense qu'on finit 12-13. Tout le monde sera content. C'est bon, on passe à un autre appel la saison prochaine. On verra la saison prochaine parce que là, franchement, c'est d'éviter cette série de tous les dangers contre la relégation. Pour faire la transition entre Lausanne et notre prochain club, je vais prendre le commentaire de Ludovic et surtout sa question. Il dit Lausanne ne peut pas viser autre chose que les pré-playoffs pour l'instant. Évidemment, parce que les playoffs, c'est beaucoup trop loin. Mais s'ils s'en sortent, s'ils participent aux pré-playoffs et qu'ils réussissent à gagner une série de pré-playoffs, là, c'est évidemment de la musique d'avenir, ils pourraient jouer contre Genève en quart de finale. Ce serait une série explosive. Comme quoi, tu peux sauver des saisons sur 10 matchs. Parce que oui, si Lausanne est en train de commencer une série victorieuse, qui sait ce qui peut se passer? Il continue en disant une autre équipe qui m'inquiète, c'est Fribourg-Gotteron, qui ne sait plus gagner en 60 minutes. L'équipe ne joue pas si mal, mais manque de tranchants dans le slot. Je pense qu'ils ne seront pas top 6 à la fin de la saison régulière. Qu'en pensez-vous? Ben Steph, transition parfaite, on va parler de Fribourg-Gotteron. Steph, qu'en penses-tu? Est-ce que Fribourg va retrouver ce qui leur donne du succès, aussi la mauvaise séquence? Parce que c'est vrai, là, oui, on a gagné contre Berne, mais c'était tout sauf facile et Berne a joué un match horrible.
Et on s'en sauve avec une victoire au tir au but. Mais moi, je pense que Fribourg a perdu le match dans le premier, deuxième tiers, alors que Berne était vraiment zéro point de barre. Berne, c'était une catastrophe. Vraiment, ils ont joué un très mauvais match. Ils sont vraiment au creux de la vague, Berne. Et je pense que Fribourg aurait dû tuer le match à ce moment-là. Il ne l'a pas fait parce que Fribourg est allé là et on l'a dit après le match en entrevue. C'est qui est venu en entrevue déjà qui l'a dit ou entre les périodes? Il a dit clairement on est venu ici pour jouer un match de play-off. Donc, comme Fribourg restait sur 6 défaites en 7 matchs. C'était Bikoff, sur 6 défaites en 7 matchs. Et là, je pense que Dubé, il a dit les gars, on n'est pas venu ici pour donner le show. On garde ça, on joue serré. Et puis, on joue un match de play-off pour pas trop faire d'erreurs, etc. Et je pense que c'est à dire après. C'est peut-être une erreur dans le sens où Berne était tellement mauvais le premier deuxième tiers qu'ils auraient pu les défoncer. Il y a eu tellement d'erreurs, mais on a joué petit bras un peu du côté de Fribourg à la demande du coach parce qu'on voulait limiter les dégâts. On est clairement sur une mauvaise série du côté de Fribourg. Et je pense que c'est ça. Mais Fribourg, c'est une saison plus compliquée. Ils sont là où on les attendait à la limite des playoffs, play-out, playoffs, pré-playoffs. Il n'y a pas la magie de l'année passée. Puis Connor Hughes, on s'entend qu'il a été dans une série où Fribourg n'arrivait pas à marquer beaucoup de buts, il a été magique. Il avait une moyenne de buts alloués de 1,80, il faisait 94% d'arrêt. Là, il est rendu à 91, 98, il est revenu dans la grosse moyenne. Et la moyenne des gardiens, moyenne basse même. Et puis, son but, le nombre de buts alloués par match a augmenté, rendu à 2,40, 2,50. Donc, il est redevenu humain un petit peu. Et pas que le traverse un petit peu plus, etc. Donc, il est venu le gardien correct qu'on a toujours pensé de lui, finalement. Peut-être, moi je vois beaucoup de fatigue, j'ai l'impression, dans Connor Hughes. Tu joues ta première saison comme numéro 1 en National League en raison d'une blessure. Tu joues 3 fois par semaine. Tu joues 3 fois par semaine. Tu es là pour la pause nationale en décembre. Tu es là pour Coupe Spengler. À un moment donné, rythme intense, rythme inhumain pour un gardien de jouer autant de matchs depuis le début de la saison. Ça va être évidemment un second souffle de revoir Reto Berra dans les prochaines semaines parce que lui, ça approche. Mais reste que Berra va devoir aussi reprendre 100% sa game shape. Oui, la game shape à l'entraînement, ça va, mais les pucks rentrent beaucoup plus vite dans un match qu'à l'entraînement. Donc, ses réflexes vont être également à réaiguiser les premiers matchs. Évidemment, on connaît tous le talent de Reto Berra. C'est lui qui va reprendre la cage, mais je pense que ça ne peut que faire du bien ensuite à Connor Hughes d'avoir un petit peu de repos. Et Steph, pour finir, évidemment, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas dire si Fribourg va, oui ou non, terminer dans le top 6. Mais c'est 3 victoires seulement, dont une au tir au but dans les 10 derniers matchs pour Fribourg. Donc, 2-1-7, là, si on met ça comme ça. C'est assez compliqué là, pour Fribourg. Et je trouve intéressant le commentaire de Kevin qui dit le coach Dubé a grillé bientôt tous les jokers disponibles qu'il avait pour motiver, secouer, remobiliser son équipe. Ça se fait plus. Les entraînements punitifs là, le lendemain d'un match à Langnau, là, dans le hockey d'aujourd'hui, tu peux plus faire ça avec des joueurs professionnels. Ça marche pas. Tu dois passer ton message autrement. Tu fais plus de duels à l'entraînement, etc. Moi, j'ai le sentiment que Christian Dubé... Je le dis honnêtement, mardi, on était au match à Langnau. Ce que j'ai pas aimé de Christian Dubé, je trouve qu'à 2-0, il aurait dû prendre un temps mort. Il l'a pas fait. Il a changé Hughes à 4-0. Il avait comme pas le choix. Et ce que j'ai pas aimé de Christian Dubé, c'est qu'il s'est comme dans son body language... On regardait, on est placé, on est derrière les bancs. Je me suis penché 2-3 fois, puis je cherchais Christian Dubé sur le banc. Il était appuyé, il était tout à droite du banc. Tu sais, un coach, ça se tient à peu près au milieu du banc, du côté des attaquants, plus parce que le coach est défenseur. Et lui, il était du côté des défenseurs, tout à droite du banc, derrière le gardien remplaçant. Puis il était quasiment pliqué. Il s'est visuellement, dans son body language, il s'est désolidarisé de son groupe. L'air de dire, bon les gars, vous voulez faire de la merde ce soir, c'est bon, on attend que ça passe. Et pourtant, on était au match de Langnau, tout rentrait, Hughes aurait peut-être dû en arrêter un ou deux, on a fait des grosses erreurs défensivement, on est mal rentré dans le match, on s'entend, grosse réussite de Langnau. Mais après 12 minutes de jeu à 5-0, le jeu a changé de bord. La 12e minute à la 40e, il y avait une équipe sur la glace et la meilleure, c'était clairement Fribourg-Gotteron. On ne peut pas dire que ces joueurs n'ont pas eu de réaction. Mauvais début de match, Hughes
qui aurait peut-être dû en arrêter un ou deux. OK, bam, les étoiles étaient alignées, il y a tout qui rentrait. Mais son équipe a réagi. Les joueurs ont travaillé. Ils ont bossé. Sorensen a fait des jeux magnifiques. Kylian Motet a bossé comme un forcené. Les gars, ils ont arrêté. Honnêtement, à la fin du deuxième tiers, on s'est regardé. Langnaud a fait le dos rond. Après la fin du deuxième tiers, c'est 5-3, 5-4. Il n'y a rien à dire. Il y a tout qui frappait le gardien ce soir-là. Charlin était dans un état de grâce. Le manche, le bout de la lame, les oreilles. Voilà, il y a tout qui le frappait. Mais les gars ont bossé. Et moi, j'ai pas aimé que... Il s'est comme remis en trait lors de du là. Voilà. Puis le lendemain, tu fais un entraînement punitif. En troisième période, c'était du remplissage. À 5-0, les gars ils se sont dit on n'essaye plus. Bon, OK. Mais les gars ont travaillé. C'était pas une question d'effort et de volonté et d'attitude. Et tu punis les gars le lendemain. J'ai l'impression que c'était une décision pour montrer aux fans, parce que Christian il est très bon dans la communication, le paraître, etc., avec ses discours à ça, j'en ai plein le cul, je peux pas les marquer pour eux, etc. Là, il pouvait pas sortir comme ça. Parce que je pense qu'il l'a dit, il le fait moins un petit peu. Je pense qu'au niveau de la communication, on lui a dit. J'ai dit, je vais montrer à tout le monde que c'est moi le chef, etc. Le demain, l'optionnel, l'entraînement optionnel, l'entraînement obligatoire, je t'ai fait patiner sans POC. Comme ça, tout le monde l'a su. T'es pas obligé de faire le truc pour que tout le monde le sache, les médias en parlent, etc., que moi puis toi on le sache, etc. Tu fais ton optionnel, à la force, tu dis à ton gars de la condition physique, fallait bosser un petit peu plus fort au physique, là. Mets-le une petite séance de cardio à la fin, parfait, petit message, puis le jeudi, tu fais des duels à l'entraînement. J'ai l'impression que Christian l'a fait pour montrer que moi, je ne laisse pas passer une telle performance. Alors que dans le résultat, elle était catastrophique. Et puis, c'est dangereux parce que là, j'en ai plein le cul. Je ne peux pas les marquer pour eux. Fucking ligne d'amateur. Là, c'est entraînement punitif. La prochaine étape, c'est quoi? Là, ce week-end, ils perdent vendredi. Ils ont pas mal joué ce week-end, le Fribourg, honnêtement. Vendredi, ils perdent contre une bonne équipe d'Avos par la pine. Là, tu dis, tu gagnes pas. Puis samedi, à l'arraché. Donc, c'est quoi la prochaine étape, Christy? C'est quoi la prochaine emprise que tu as sur tes joueurs? Puis les gens le voient, ils disent, ah ben là, est-ce que c'est une bonne solution, etc. Dans le hockey d'aujourd'hui, ça se fait plus tellement. Et je pense que ça se complique un petit peu dans la gestion. Évidemment, Christian Dubé, 3e saison à la tête de l'équipe. Il a fait du superbe job jusqu'à maintenant. Mais directeur sportif, coach... deux chapeaux, moi... Il est comme les autres. À un moment donné, il faut qu'ils gagnent. Puis l'année passée, ils ont connu une saison extraordinaire, probablement un petit peu au-dessus de leur tête. Tout marchait. Et les gens à Fribourg sont passionnés, veulent qu'ils gagnent. Si l'équipe titube un peu, etc., bien évidemment, qui est pointé du doigt, comme partout ailleurs, ben, c'est Christian Dubé. Donc, le règne, à un moment donné, se finit. Et puis, ton aura se finit parce que les gens cumulent. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est des trucs cumulés sur 3 ans. Ben, c'est ça, la vie de coach. Oui, et c'est la vie de coach, mais moi, les deux chapeaux, là, qu'il ait les deux casquettes d'entraîneur et de directeur sportif à la longue, oui, il y a du succès, Christian Dubé, en ayant cumulé les deux fonctions, et chapeau à lui. Oui. Il est rare qui ont réussi à faire ça et d'avoir du succès, chapeau. Mais à la longue, quand tu traverses des moments difficiles comme là, c'est ton patron et ton coach, comme joueur, justement, quand ça ne marche plus avec le coach, parce que c'est sûr qu'il y a des tensions dans ce vestiaire-là. C'est sûr et certain qu'il y a des tensions. Nos oreilles... Ben, qui tu vas voir? Ben, il faut que tu montes beaucoup plus haut. Tu dois monter au-dessus du directeur sportif. Oui, c'est ça. Et tu dois désigner qui y va. On sait qui est le leader de cette équipe-là. Et ça devient compliqué après parce que Bref, moi, j'aime pas cette dynamique en ce moment de Fribourg-Gotteron. Il faut dire que Dubé jouit d'une protection... jouit d'un aura ou d'une protection médiatique assez... il l'a probablement mérité parce qu'il a eu du succès, pas d'expérience comme coach, il prend cette équipe-là, il les sauve la première... Voilà. Mais il joue d'une protection, d'un aura, d'une couche de graisse, là, qui pas de graisse, comme je prends l'exemple d'un animal, mais une couche de voilà. Il jouit d'une protection assez incroyable au niveau médiatique, au niveau de l'opinion publique, etc., ça va tenir combien de temps si l'équipe ne gagne pas? Ben, Ludovic amène un bon point. Coach Dubé semble sans solution alors que l'équipe est composée, construite par le GM Dubé.
Donc, c'est vrai que ça devient un peu compliqué tout ça. Et il y a une question intéressante également, Quentin, qui dit, est-ce que Dubé peut se virer lui-même de son job de coach? Non. Oui, il peut faire comme John Foust. Il peut décider qu'il garde seulement une casquette, il renonce. Mais il aime ça, ça. Oui, et comme lui, directeur sportif, il ne se payera pas un salaire de coach viré pour en engager un autre. Il va dire non à une partie de son salaire pour vendre à l'équipe qu'on doit changer de coach. Ça devient hyper compliqué. Et comme le dit Kevin, ça peut venir du conseil, comme pour McSorley jadis à Genève. Mais c'est une situation qui est compliquée. Louis qui nous dit comment on peut expliquer que Fribourg s'éteigne en 12 minutes contre Langnau. Ils se sont juste réveillés trop tard. Il y a eu tellement d'erreurs de passes, le nom m'échappe, là, le mot m'échappe. Il y a un revirement. L'exécution, voilà. L'exécution était affreuse. Pas au rendez-vous, c'est ça. Berthier a fait une grosse erreur. Et on parle de Hughes. Je ne veux pas pointer Hughes du doigt parce que toute l'équipe était affreuse dans ces 12 premières minutes. Mais Hughes n'a pas fait le gros arrêt ou les gros arrêts qu'il fallait. Il n'a pas été faible, mais il n'a pas été dominant. Comme Charlin a pu l'être à certains autres moments, même si pour lui, parfois, il a été chanceux aussi dans son match. Mais la réaction était là. Puis moi, comme entraîneur, dans une spirale négative comme en ce moment Fribourg a, peut-être que de peser sur le bouton, oui les gars, vous vous êtes relevés, oui l'effort y était, ça je salue ça. La prochaine rencontre, je veux qu'on commence comme ça, puis de faire des petits détails comme ça à l'entraînement, peut-être punitif, mais entre guillemets, mais pas y aller à fond comme ça. Là, tu es déjà négatif, tu sais que tu as perdu un match que tu devais gagner d'une mauvaise façon, puis que tu as travaillé puis que ça n'a pas marché, puis en plus, à l'entraînement d'après, tu te fais encore punir. Je trouve que c'est trop dans une spirale négative. Et puis, bon, faut pas oublier la configuration à Fribourg. Évidemment, il faut que tu gagnes. Mais ils connaissent quand même une saison. Bon, ils ont plus de défaites que de victoires. Si tu regardes le nombre de victoires-défaites, ils ont plus de défaites que de victoires. Fribourg-Gotteron, c'est moins bien que l'année passée. Donc, quand une équipe est là puis baisse une coche, les gens disent c'est vrai que les gens disent aussi on s'ennuie un peu plus que l'année passée au match parce que c'est une équipe qui marque moins de buts. Donc, les matchs sont un petit peu plus chiants. Donc, c'est un ensemble de choses. Et puis là, on mélange aussi, n'oubliez pas, le contrat de Bikoff, le fameux contrat de Bikoff, est une distraction. Donc, pour les francophones de l'équipe qui sont les leaders de cette équipe-là, on s'entend, les gens s'associent beaucoup à eux, tu as ton pote Bikoff qui n'est pas heureux. Encore une fois, pourquoi la négociation de Bikoff finit dans les médias? Il faut me l'expliquer. Chaque année, c'est la saga. Ouais. Je comprends pas. Bon, peu importe. Je comprends la logique de Dubé de savoir s'il peut se poser la question. Il a le droit de se poser la question s'il veut le rengager ou non. Mais là, c'est sorti dans les médias. On a vu la réaction de Bikoff quand il a marqué son but samedi. Ça a été du soulagement pour lui. Mais là, tu as Chavaya. Tu dis à Chavaya, je ne te renouvelle pas. Tu dis à Bikoff, je ne sais pas si je vais te renouveler. Tu donnes 1 an de contrat à Marchand, pas 3 comme il voulait. Donc, c'est 3 gars qui se disent Marchand, il dit merde, je dois encore me prouver. Bon, il connaît une saison un peu plus compliquée, on pourrait y revenir après. T'as Bikoff qui est frustré, qui est un gars de longue haleine qui tenait tout le monde. Puis Et puis, t'as Chavaya qui est quand même un bon gars, qui à chaque fois qu'on perd, on l'envoie à l'entrevue par hasard. Et puis t'as Kiki à côté qui marque pas autant de buts que l'année passée, qui a un peu moins de temps de glace, aussi situation spéciale à cause des étrangers, qui est un gars très émotionnel, son body language et tout. Donc là, puis t'as Juju qui est copain avec ces gars-là. Yaker, pas une bonne saison, mais t'as un groupe de gars qui sont moyennement heureux, là. C'est de la gestion de personnel, c'est de la région. Donc, et là, si tu gagnes, ces gars-là, ils ferment leur boîte. Mais si tu commences à perdre ou que ça va moins bien, là, t'as les malheureux, ces gars-là, puis ci, puis ça. Puis ça, c'est un facteur, je pense, dans la saison de Fribourg-Gotteron, dans la gestion de Christian Dubé, dans son... on commence à remettre en cause Christian Dubé un petit peu en coulisses. Puis il s'attaque aussi à des figures qui sont emblématiques pour le club, qui sont francophones, que les gens peuvent s'associer à eux. Donc évidemment, ça tombe dans l'émotif chez les spectateurs, chez les partisans. Les journalistes veulent en parler parce qu'ils savent que pour les spectateurs, Bikoff... D'ailleurs, les spectateurs n'ont pas eu une banderole ou quelque chose comme ça? Oui, ils ont une banderole. Bikoff doit rester fribourgeois. Et sa célébration, t'en parles, parce que quand il a marqué, oui, c'est sûr, le soulagement, mais il n'a pas fait le fameux mouvement du piano qu'on s'enlève sur les épaules, de la brique de tonne, de la tonne de briques qu'on s'enlève sur les épaules. Non, il a foncé sur le banc, sauté vers les coéquipiers devant Christian Dubé. Et tous les coéquipiers se sont rassemblés autour de Bikoff. Ça montre quand même que le gars est franchement
a une influence dans ce vestiaire-là quand même. Clairement. Donc, mais après, le GM, Christian Dubé, le businessman, le gars qui gère une équipe de hockey pour gagner des matchs, il a le droit de se poser la question, est-ce que c'est pas le temps de passer à l'ère l'après-Bikoff? Parce que l'ère après Bikoff, après Sprunger, après Motet, ça va être une ère de... On achète le maillot de Kiwi à Christophe Berchi. C'est pour ça qu'on l'a engagé à ce prix-là, parce qu'on veut en faire le prochain. Mais cette ère-là, elle va se terminer bientôt. Et puis, Dubé, s'il n'engage pas Bikoff, c'est le méchant. Ouais. Puis, Chavaya, ça fait moins de... Tu sais, il est dans une position où tu dis, bon, moi, c'est un business, je dois prendre une décision. Et puis, un coup de côté, il y a les gens qui disent, on veut Bikoff. Donc, on passe au hockey amateur de quartier, on veut un fribourgeois puis l'identité locale, à du hockey professionnel purement business comme on le voit en NHL. C'est une décision d'affaires. Bikoff, il faut passer à un autre appel. Il y a peut-être quelque chose à me donner, mais je dois prendre un plus jeune. Et puis, voilà. Mais il est pris là-dedans, Christian Dubé. Et c'est pas cette situation-là. Souvenez-vous, quand on a signé Kylian Motet, les gens avaient mis des petits trucs 71. Vous vous souvenez? Des petits numéros 71. On veut Kylian. Ils ne voulaient pas le garder, Kylian. Il l'a gardé, il a bien fait. Les fans ont eu raison sur ce coup-là. Mais voilà. Donc, c'est le marché de Fribourg-Gotteron. C'est euphorique comme à Montréal, comme au Canadien de Montréal. C'est euphorique, tu en gagnes 2-3 de suite, t'es champion du monde, ça y est, la coupe, la parade au centre-ville de Fribourg, tout le monde est parfait, c'est le meilleur président, le meilleur coach qu'on a jamais eu. On a encore 4-5, une série de défaites. Ouais. Avant Noël, il y avait 5 défaites de suite, ils ont gagné les 3 juste avant Noël. Mais s'ils avaient perdu les 3, là, ça aurait été compliqué. C'est de l'émotion à Fribourg. Ouais. C'est comme ça, mais ça, dans le meilleur, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, mais en même temps, c'est ça. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et quand tu as des spectateurs, une base de fans aussi émotive, aussi près de son club, c'est sûr que chaque fait et geste est calculé et discuté, remis en question. C'est la beauté aussi. Mais c'est exactement ce que Quentin nous dit. Fribourg, c'est comme les Canadiens en NHL. Je prends quelques autres commentaires. Ludovic Vainio annoncé sur le départ alors qu'il parlait de le garder. Elodie nous dit il n'y aurait pas eu toutes ces questions s'il n'y avait pas eu 6 étrangers, c'est mon point de vue. Ludovic qui dit Motet nettement moins efficace, peut-être moins efficace, mais pas moins travaillant. Il a peut-être moins de succès devant la cage. Mais ça reste... Son pourcentage est à peu près le même, il tire un petit peu moins. À l'image de Fribourg, à 5 contre 5, c'est nettement plus compliqué cette année. La majorité des top joueurs de l'équipe, les 7-8 premiers marqueurs, ont la majorité de leurs points powerplay, mon cher Jonathan. On en a parlé mardi. Ouais. Sauf Kokon, je crois. Gaëtan qui demande à la place de Dubé, vous donneriez quel contrat à Bikoff? Quentin lui répond 1 an. Je pense que ce serait difficile, Bikoff, d'aller à plus qu'1 an. Quentin qui répond à Elodie en disant le championnat est bien plus attrayant avec 6 étrangers. Sarah qui nous dit je suis d'accord avec Stéphane, l'attitude de Dubé me rend perplexe. Il s'est caché derrière le banc à plusieurs reprises. Par ailleurs, on sait que c'est un problème dans le vestiaire, rien ne bouge. Qui va enfin faire quelque chose? C'est la question qu'elle se pose. Ça réagit beaucoup sur Fribourg-Gotteron. Et Steph, je veux quand même qu'on parle un petit peu de positif dans le cas de Fribourg. Ça va pas si mal que ça non plus. Parce qu'il y a également, le premier commentaire, je l'ai perdu, là, mais c'était un commentaire sur Kevin Ether. Il y a d'ailleurs Edmond qui nous dit « J'ai aimé l'énergie du jeune Ether. Bien entendu, il a marqué lors de son premier match et on a entendu son nom, mais peut-être que Dubé pourrait monter un peu ce genre de joueur pour mettre cette envie de joie de jouer sans trop réfléchir. C'est sûr que pour lui, il arrive, oui, il a de la pression, mais on ne l'expose pas trop. Et là, en plus, il marque, c'est la belle histoire, mais reste que c'est quand même du positif dans toute cette spirale un peu plus négative. Il en a besoin parce qu'au niveau des jeunes, Christian Dubé, Sandro Schmidt, dans le milieu, les gens disent que c'était son fils spirituel. Mais Sandro Schmidt, il l'a monté, là, il est revenu de la Suède, il l'aime, Sandro Schmidt fait beaucoup de petites choses justes. C'est pas un grand talent, ça reste un gars drôle. C'est pas un gars, un grand naturel sens du jeu, grand naturel patinage, mais il fait tout assez bien. Et Dubé l'a toujours bien entouré. Donc, quand tu aimes un joueur, tu sais quoi que ça prend ça pour lancer une carrière. Et puis, par contre, avec Gaétan Jobin, après, Gaétan Jobin ne travaille peut-être pas assez selon selon certains critères, selon certaines personnes, mais Gaétan Jobin reste un talent. C'est pas un gars que tu dois gérer comme Sandro Schmidt. Tu dois pas t'attendre. Donc,
il n'offrira pas de contrat, donc c'est mort pour Gaétan Jobin à Fribourg. David Abichère, combat de coq. Glauser est parti sous l'air Dubé, ça n'a pas marché. David Abichère, pas marché non plus. Avec Dubé, il travaille pas assez, c'est pas si bon que ça, machin. David Abichère est le jeune, c'est le deuxième défenseur le plus utilisé, deuxième ou troisième défenseur le plus utilisé à Purcellville, plus de 20 minutes par match, il fait une superbe saison. Son talent, on le savait. Après ça, Dubé n'aimait pas peut-être son comportement, il a un côté très sûr de lui, hein. C'est comme ça qu'on les élève aussi à Fribourg, hein. Et puis voilà, puis ça n'a pas marché. Donc, parti. Gaétan Jobin, parti. Ludovic Weber, on ne l'a pas signé parce qu'on avait donné beaucoup d'argent à Berra. Donc, il y a beaucoup d'exemples où, pour les jeunes du cru, parce que les Motet et compagnie, l'ancienne garde, les purs fribourgeois, pas lui qui les a intégrés. À part Sandro Schmidt, je me trompe, ou bien peut-être des gens peuvent nous aider. Est-ce qu'il y en a un autre du cru que Christian Dubé a dit, moi, je vais te faire de toi, à part Sandro Schmidt? Non, ça a coincé avec beaucoup de joueurs. Alors, j'espère que pour le jeune Kevin Etter, ce ne sera pas ça. C'est trop tôt pour se prononcer. Kevin Etter, à mon avis, moi je l'ai vu jouer aussi, c'est pas un talent pur, mais s'il fait les choses juste comme Sandro Schmidt, il est assez costaud. Samedi, j'ai fait une analyse sur lui après le deuxième tiers. Comportement défensif, tip-top en zone de défense. Et il a été très bon sans la rondelle. Et s'il fait ça avec son gabarit puis il amène d'énergie, Christian Dubé va l'aimer. Mais il ne faut pas vous attendre que c'est un Julien Sprunger. Ça va être un joueur de rôle de 3e, 4e bloc. Peut-être qu'il va exploser, mais je ne le vois pas comme un talent. C'est comme Sandro Schmidt. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs aussi qui tombent en amour avec ce joueur de joueur. Hein. Moi, je connais un paquet d'entraîneurs qui disent lui, il est bon, il a de l'énergie, il fait ce que je dis. Parce que les coachs aiment les joueurs qui jouent juste défensivement puis qui appliquent le système à la lettre. Les bons disciples, les bons apôtres, ils les adorent. Mais à un moment donné, puis ils ont beaucoup de peine à gérer les joueurs de talent. Est-ce que ce ne serait pas le cas un peu de Christian Dubé, qui lui était un joueur de talent, qui prenait beaucoup de risques, qui était un fancy player, etc. Mais il a de la peine avec Gaétan Jobin, qui est un joueur un peu comme lui. Je ne comprends pas Jobin à Dubé. Dubé, c'est un super joueur de hockey, très talentueux, extraordinaire. Voilà. Mais dans le style de jeu, c'est un peu le même genre de gars. Sniper, joueur offensif, etc. David Abichère est un défenseur offensif. Ça n'a pas marché non plus. Glauser, ça n'a pas marché. Glauser, parle-y pas de revenir à Fribourg pour l'instant. Tant que Dubé est là, il est parti fâché avec lui, etc. Donc, est-ce que Christian Dubé a un souci avec ses joueurs un petit peu imaginatifs, un petit peu... j'en sais rien. J'essaie de comprendre un peu pourquoi ça a marché dans certains cas, pourquoi ça n'a pas marché dans d'autres cas. Moi, je pense que David Abichère, c'est une grosse erreur. Glauser aussi, avec le recul. Glauser, cette année, là, il est revenu, il était blessé, il ne joue pas forcément du gros hockey, mais l'année passée, il commençait à flirter avec l'équipe nationale. Il y a quand même des petites questions à se poser dans la gestion de ces jeunes. Il n'y a pas énormément de talents qui viennent du côté de Fribourg, là, dans le mouvement junior. J'ai vu jouer junior élite, etc. C'est hyper compliqué. On parlait du jeune Despons là, qui a joué un peu à Fribourg-Gotteron, mais qui a surtout joué à Cloton. Il ne veut pas revenir. On parle de Louis Robin aussi. Louis Robin, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est un tout petit gabarit. Joueur moyen dans le junior au Canada, pas mal. Écoute, on l'a vu au Mondial M20. Et... Correct. Oui. Il est correct, mais à un moment donné, le gabarit le rattrape aussi. L'année prochaine, en Liga, pour moi, ça va être un peu compliqué pour lui. Il va peut-être besoin d'avoir une saison de transition. Il appartient toujours à Zug. Donc, après ça, est-ce qu'on veut faire passer la pilule en la Signota? Il y en a un qui revient aussi de la Suède. Là, son nom m'échappe. J'ai quand même un petit droitier. On a Nicolet ici. Nicolet revient pas mal. Nicolet, je ne sais pas comment il a évolué, mais c'est un bon joueur. Lui, il a un certain talent, je pense. Pas le même genre de joueur que Kevin Etter. Mais là, ce qu'il ne veut pas montrer en intégrant Etter, il l'a mis d'ailleurs sur un bloc plus intéressant le deuxième match parce qu'il a marqué vendredi. Est-ce qu'on veut dire, regardez, j'intègre des jeunes? C'est tout un... Bref, on a fait long sur Fribourg-Gotteron. Puis tout ça pour dire que ça va pas si mal que ça, ils peuvent être en play-off. Non, mais c'est fou, hein, Fribourg, c'est comme ça. Voilà. Donc, est-ce que Lausanne changerait de place avec Fribourg? Oh! Ils aimeraient qu'on ait ce genre de discussion. La misère, on entend que la misère et les remises en question sont toutes relatives. Ouais. On va mettre ça en perspective. Non, mais ça reste une course, on le rappelle, course au play-off intéressante parce que Fribourg n'est qu'à 4 points devant Zug et ils ont un match de plus de jouer. Donc, une semaine
importante. Demain, c'est Lugano. Déplacement à Lugano pour les hommes de Christian Dubé. Donc, ce sera un match... tous les matchs vont être importants pour Fribourg-Gotteron d'ici la fin de la saison. À voir maintenant de quelle façon ils réussiront. Il y a 2 équipes pour qui les matchs sont moins importants au niveau du résultat, parce qu'il y a moins d'enjeux. C'est Ajoie et peut-être Genève. Ouais. Genève, évidemment, ils doivent continuer de faire des points pour finir premier, on s'entend, mais 1 ou 2, voilà, c'est pas dramatique. Je veux dire, ils ne jouent pas leur vie ou leur saison ne sera pas complète. Le figure-out de la saison ne sera pas complètement différent suivant les résultats. Bon, Steph, on va avancer. Tu l'as dit, on a fait long sur Fribourg-Gotteron. Maintenant, on va parler de Bienne. Steph, le HC Bienne qui connaît des moments plus difficiles, mais ça a été un peu le cas toute la saison. Ils ont eu des séquences de défaites. Ils ont toujours réussi à bien se relever. Et peut-être que la victoire de samedi contre Ajoie sera le moment déclencheur pour une autre séquence victorieuse à voir. Mais encore là, les gardiens vont faire discuter d'ici la fin de la saison parce qu'il y aura Joran van Pottelberg de retour. On a Seteri en santé. On a Ritz comme 3e. Évidemment, lorsqu'on fait jouer Seteri, ça nous enlève un patineur, un 6e étranger devant. Mais quand même, contre Ajoie, même si c'était pas la meilleure machine offensive de la Ligue, blanchissage, il donne encore raison à son entraîneur de l'utiliser. Exact. Moi, bien... même quand ça va mal, ça va bien. Je le dis souvent, on est dans une donne positive depuis le début de l'année, etc. Là, on a une période difficile, mais quand même, on reste quand même positif dans la période difficile. Et là, les gardiens, comme tu dis, reviennent en santé. Il y a une gestion à faire. Ouais. Moi, je pense que Bienne est au-dessus des attentes de A à Z. Donc, quand ça va bien, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est chiant. Après, il y a Genève. Qu'est-ce qu'on va dire sur Genève? Ça va. Non, mais meilleure équipe de la Ligue. Mais là, on parle des 2 meilleures équipes dans la donne positive. Moi, je pense que Bienne fait une saison au-delà des attentes. Personne ne les attendait là. Souvenez-vous des matchs amicaux. Remettez-vous, mettez la cassette en arrière, la vieille cassette, là, rewind. Tu vas dérouler le ruban. Là. Tout le monde disait « Oh, Bienne, cette année, ça va être compliqué. » Tout le monde! Ils n'avaient pas beaucoup d'arrivées. Ils avaient à peu près le même club que l'an passé. Ils ont ramassé des volets à la Vallée de Joux. Mais bien, ils sont au-dessus des attentes dans tous les domaines. Gaétan Haas est revenu à un niveau intéressant. Ça reste qu'il est limité offensivement, le pauvre Gaétan, le nombre de fois qu'il rate des trucs, etc. Il va faire 30 points peut-être. C'est pas un joueur super offensif, mais c'est un joueur utile. Il est revenu à un niveau. Il est un leader, quand même, un moteur avec Olofsson. Offer connaît beaucoup de joueurs connaissent. Même Beat Forster a l'air de Paul Coffey. Avait l'air de Paul Coffey à jouer en zone neutre. 2-3 coups de patin, c'est rendu au but. Donc, il y a quelque chose de spécial dans cette équipe-là. À Bienne, il y a un esprit, voilà, la chimie est intéressante, il y a de l'imagination. Il y a Rayala qui connaît une saison misérable sur l'échelle Rayala. Il s'en va avec une petite saison de 30, il l'a déjà fait, une saison de 30 points. Très peu de buts, mais on n'en parle pas trop, un peu. On l'a souligné parce que l'équipe a gagné un peu moins récemment, mais ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'une équipe va bien. Si des joueurs qui vont un peu moins bien, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est intéressant, il y a une chimie, il y a quelque chose qui se passe, une équipe qui a du talent, qui est naturelle, qui joue d'une façon... on se pose pas trop de questions. Tu as quand même Brunner qui est un artiste aussi, Kunti qui reste un joueur de centre avec une certaine expérience. C'est une équipe qui a de la profondeur aussi, puis ça paye, ça finit par payer, parce que quand le trio H2O fonctionnait à plein régime, les autres étaient peut-être un peu plus effacés. Le Rayala, j'ai compté, là, c'est 14 matchs sans but. Mais tu vois, 2 passes contre Ajoie. Il y a un autre trio qui va se lever si H2O marche moins bien. Parce que même Fabio Offer a eu des hauts et des bas dans cette saison, tout comme Gaétan Haas. Et puis tu as quand même de la profondeur. Puis dans les gradins, mais tu as un étranger de qualité en Riley Sheehan. Moi, je l'ai vu jouer, je l'ai trouvé intéressant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose... Frédéric Gauthier. Plus talentueux. Oui. Plus talentueux. Mais c'est pas un gars qui va t'apporter énormément. Tu vois quand même qu'il y a plus d'expérience de hockey professionnel de NHL. Je voulais être gentil, moi. Rien enlevé à Frédéric Gauthier, mais je trouve quand même qu'il y a un upside plus intéressant. Quand même. Plus grosse expérience. C'est un gars qui peut être utile dans les playoffs. Exactement. Pour jouer contre le meilleur bloc adverse. Oui, un shutdown, mais il est aussi capable d'amener de l'offensive. Donc, s'il joue sur un 3e trio, avec un Brunner et un Kunzle,
il y a quelque chose qui peut se passer, mais il va être hyper responsable avec 2 joueurs qui pensent offensif. Ouais. Et s'il joue sur une 4, même chose, il va shut down les trios adverses. C'est là-dedans qui peut être très utile également à une équipe comme ça. Mais c'est vrai que quand Radgeb ou Yakovenko ne connaissent pas leur meilleur soir, mais tu as un Forster qui... C'est la marque des équipes qui vont bien. Regardez à Genève, tout le monde prend le relais. Phil Poula a cartonné au début de l'année. Là, tout à coup, il y a Omar qui réussit une bonne séquence. Il y a Winnick qui est très constant, évidemment. Donc, on a beaucoup de profondeur à Genève. Mais c'est une équipe qui est dans la donne positive. Là, on va avoir un heureux problème à gérer avec le temps de glace des gardiens. Van Polterberg va revenir gentiment. Est-ce que cette équipe-là est un contender, est un prétendant, une équipe qu'on doit considérer pour les playoffs? Si je demandais aux gens aujourd'hui, faites vos prédictions pour les playoffs, nommez les 3 équipes les plus susceptibles d'être champions suisses, combien vont nous mettre bien dans les 3? Combien vont nous mettre bien comme un prétendant au titre? Quoi? Est-ce que Bien est un prétendant au titre? Est-ce que tu crois que c'est une équipe qui, en play-off, peut carburer, peut garder son côté génie, son côté rafraîchissant, son côté opportuniste? Je le répète, Bien, c'est le Fribourg de l'année passée pour moi. Il y a absolument tout. Les étoiles sont alignées. Écoute, ils ont même noyau que l'an passé. L'an passé, ils se sont fait sortir en 7 par Zurich. J'ai d'ailleurs commenté ce 7e match. On les attendait pas là. Ils ont presque surpris Zurich qui finalement s'inclinait en 7 matchs en finale. Cette année, un peu plus tôt, je me souviens dans un samedi, lorsqu'on avait nos matchs interactifs, on a eu la question justement, est-ce que Genève, Bienne et Zurich peuvent finir top 3? J'avais dit oui, moi j'avais placé Bienne dans le top 3 pour l'instant, ils y sont toujours. Je vois pas pourquoi ils pourraient pas quand tu as un Satteri et un Van Pottelberg qui peuvent remporter des matchs à eux seuls. Rappelons-le, l'an passé quand ils ont perdu... Il avait signé un gardien de but russe, là, Shikin, pour remplacer Van Pottelberg, parce que le premier gardien n'était pas là. Shikin avait bien fait, mais c'est quand même pas Satteri ou c'est quand même pas Van Pottelberg. Avec un bon gardien, avec de la profondeur, je me dis, est-ce que la première ronde, ils peuvent surprendre et ensuite, tu es rendu en demi-finale? Tout peut arriver. Tout peut arriver. Parce que je pose la question parce que c'est toujours les mêmes noms qui reviennent parce que quand on dit champion suisse, tu es obligé de considérer Genève. Oui. Meilleure équipe dans la Ligue cette année. Tu es obligé de considérer Zurich. Parce que tu dis, il y a tellement de profondeur dans cette équipe-là, il y a tout ce qu'il faut, il y a 2 bons gardiens, il y a tout ce qu'il faut. Puis tu es obligé de dire, Zug, ils déçoivent cette année. Mais là, ils commencent à être de nouveau en mission. Puis ça reste une équipe qui sait comment gagner, puis qui pourra lever son niveau de jeu. À commencer par Giannoni en play-off. Zug, c'est l'expérience de play-off qui joue pour eux. Après, est-ce que j'ai dit 3 j'ai dit 3 exprès pour que ce soit plus difficile. Ouais. Mais après, tu dis là, c'est bien, ils viennent peut-être là en 4. Rapi. Mais encore une fois, combien de gens vont mettre Rapi dans le top 3? Combien de gens vont mettre Rapi dans le top 3? Pose la question. On n'arrive pas, évidemment, parce qu'une équipe en Suisse romande qu'on ne s'identifie pas à Rapperswil, etc. Mais là, ils sont à 5 points de Bienne. 6 victoires de suite, 5 points de Bienne, 2 matchs en main. Donc, ils pourraient passer devant Bienne en remportant ces 2 matchs-là. C'est des outs. Moi, je regarde le line-up et je me dis comment ils font. Oui, Chervenka est extraordinaire. Le meilleur marqueur de la Ligue, puis il a manqué 6-7 matchs. 31 matchs, 50 points. Ouais. Puis lui, le gars, c'est pas un gars comme certains autres qui fait la majorité de ses points en powerplay, là. Lui, c'est à 5 sur ses 50 points, je pense qu'il y en a 18 en PP, 32. Donc, il a 1 point par match à 5 contre 5. 1 point par match à 5 contre 5. La majorité des gars dans cette ligue qui font 1 point par match font 40 à 50% de leurs points en powerplay. Des spécialistes, je pense à Artikainen, je pense à Omark. Et il y en a plusieurs d'autres. À Fribourg, on a beaucoup de gars aussi qui font énormément de points en powerplay. Des Gunderson, etc. Mais des attaquants aussi, on l'a dit à Fribourg cette année, à 5 contre 5, ils ne marquent pas beaucoup, mais c'est une powerplay extraordinaire, comme d'hab. Et lui, c'est 1 point par match à 5 contre 5. Ça veut dire que si tu enlevais sur 50 matchs, 52 matchs, tous ces points en powerplay, il serait peut-être le meilleur marqueur de la Ligue encore. Incroyable. Attention, là. Attention. Et ça c'est quelque chose pour moi. Ouais. J'enlève pas les points powerplay, ça reste des points, c'est important, puis tu as besoin de spécialistes, etc. Mais c'est un gars qui n'a pas besoin des situations arrêtées, même s'il est excellent en pipi, il n'a pas besoin des situations arrêtées pour avoir du succès.
Dominique dit justement attention à Rapperswil qui, de mon point de vue, on n'en parle pas, mais oui, dans mon top 3 des possibles champions suisses. Luca qui dit si Bienne veut aller jusqu'au bout, il faudra améliorer 2 choses. Gagner les engagements importants, être efficace, c'est-à-dire tirer dès chaque occasion et cesser de faire 36 passes et finir par perdre le puck. Ça, c'est le défaut des équipes talentueuses, des équipes qui jouent olé, olé, on joue. Voilà, ça c'est straightforward, c'est pas assez nord-sud. Ça, c'est le défaut des équipes où le coach leur donne énormément de liberté. Ouais. Et un peu dans le même sens qu'on disait, Quentin qui dit le monde est moins critique envers Rayala car il y a une ligne qui tourne mieux. Et il rajoute là tout le monde, tout le reste est parfait, mais Rayala est dans le club, dans le HC Bienne pour mettre des buts. C'est ça. Donc, même si le reste est parfait pour Tony Rayala, même s'il travaille, même s'il obtient des chances de marquer, même s'il lance. Défensivement, il t'apporte quoi Rayala à part des buts et des points? Parce que défensivement, si vous regardez son plus-minus, sauf erreur, je pense qu'il est dans les moins ou pas loin. Donc, c'est comme Linus O'Mark. Linus O'Mark, il t'en coûte énormément à 5 contre 5 défensivement. Mais s'il te fait 60 points, puis s'il te fait marcher ton power play à 28%, puis s'il met des pucks sur la palette Artikainen, mais t'es prêt à te dire, bon, écoute, il en 5 contre 5, il m'en coûte, mais à la fin de l'année, il y a des gars qui en font 50-60 points dans cette ligue-là, il m'amène quand même de l'offensive. Donc, mais Rayala, il n'y a même pas la moitié de l'offensive de O'Mark, par exemple. Puis défensivement, Rayala, tu le vois pas, là, il ne bloque pas de shoot, etc. Donc, ces gars-là, s'ils ne marquent pas de but, ben, tu te poses des questions. Ouais. C'est des joueurs unidimensionnels qu'on appelle. Hein? C'est un mot savant, ça fait bien dire ça. C'est un unidimensionnel. Il connaît le hockey, lui. Tu nous sors des grands mots pour ça lundi. Steph, on a évidemment parlé de Rapperswil et Dominique nous dit de plus en plus de réponses demain après le GSHC Rapperswil. Oui. D'ailleurs, on va justement parler de Genève Servette. C'est la meilleure équipe de la Ligue depuis le début de la saison. 5 victoires consécutives pour Genève Servette. Donc, tout semble rouler, même si les bonnes équipes, on va toujours pointer du doigt parfois la façon. C'est une équipe qui a beaucoup de talent. C'est pas toujours parfait les matchs. Cloton a vendu chèrement sa peau samedi. Mais Genève qui réussit quand même à l'emporter 3-1. On en attend, on dirait toujours beaucoup plus de cette équipe-là, surtout depuis la petite séquence un peu négative qu'ils ont connue. Ils gagnent des matchs, réussissent à obtenir les points, mais on dirait toujours qu'on est sur notre fin. On aimerait un rouleau compresseur Genève Servette. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais reste que c'est pas comment, c'est combien. Et Genève, depuis le début de la saison, combien, ça aide long. Ouais, je vais juste revenir, j'ai vu que sur le chat, il y a fait Lucas Faton qui nous dit que Rayala fait le job défensivement, qu'il gagne des duels, etc. Je suis pas sûr que son entraîneur est d'accord avec cette affirmation-là. Je dis ça comme ça. Non, je dis ça comme ça. Je comprends son argument, mais moi, je suis pas d'accord non plus. Et je pense pas que le staff de Bienne est autant d'accord, serait d'accord avec ce que Lucas a dit. Alors, après, voilà, mais chacun est libre d'avoir son opinion. C'est juste une petite parenthèse sur Tony Rayala. Que j'aime beaucoup par ailleurs, quand il marque des buts. Mais à part ça, 5 contre 5, c'est toujours un petit peu rock and roll. Il joue contre les meilleurs blocs adverses. Pas tout le temps. Moi, je pense que les meilleurs défenseurs adverses sont souvent contre la ligne à Gaétan-Haas. Ouais. Voilà. Bref, on continue. On revient à Genève. Oui. On revient à Genève. Oui, parce que Genève, il faut quand même en parler. Bon. Seigneur, tout honneur. Quand même. Au bord du lac de Genève, au bout, là. Non, mais tout va bien. C'est ce que je suis en train de dire quand même. C'est pas comment, c'est combien dans certains matchs, mais reste que c'est l'équipe qui, pour l'instant, est la plus talentueuse, la plus constante de la Ligue. Et Jérôme nous pose la question, que pensez-vous de Johan Ovetu, le défenseur français? Parce que lui, son contrat prend fin, je pense, le 14 février. Est-ce qu'on va le renouveler? Parce que là, il va y avoir un Vatanen qui va revenir. Si Vatanen revient en shape... mais en même temps, pour les playoffs, il faut quand même que tu aies une police d'assurance. Simon Lecoult est hâte pour un moment. Hein. Ouais. C'est pas... je sais pas si et là, on parle d'un gaucher. On n'a pas donné de détails. Moi, j'ai le détail, je ne veux pas en parler, mais c'est un vilain truc qu'il a, vraiment vilain truc, et que ça va le fragiliser pour un long moment. Hein. Vraiment, il est très, très mal en point. Pauvre lui, je suis déçu parce qu'il connaissait une superbe saison, Simon Lecoultre. Et là, en perdant Lecoultre, défenseur gaucher, peut-être qu'Ovitu vient de gagner un contrat jusqu'à la fin de l'année.
Et ça reste une police d'assurance pour les playoffs. Oui, parce oui, qu'il y a oui. beaucoup Regarde de profondeur. D'expérience, beaucoup de profondeur en attaque et en défense, mais reste que quand les playoffs commencent, si tu as un blessé. Oui, et là, le gars. Ou tu tentes pour aller à la guerre en Et playoff, au lieu d'amener un nouveau joueur pour les playoffs en police d'assurance, tu as déjà un gars qui connaît bien l'équipe, qui est dans l'équipe depuis un moment. Donc, il peut prendre le relais quand Yann Cadieux va en avoir besoin. Moi, je ne serais pas surpris qu'on le prolonge après. Moi, je pense qu'on va le prolonger. Écoute, je suis pas dans le secret des dieux. En sérieux, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais moi, je pense qu'on va le garder. Après, le gars sera pas très gourmand. Parce que le gars, est-ce qu'il a vraiment beaucoup d'options? C'est toujours la même chose. Qui a le pouvoir dans la négociation? Est-ce qu'Ovitu, je veux dire, moi, je veux rester. Si tu dis ça au GM, à chaque fois que tu dis je veux rester, ça baisse de 10 000 ou de 20 000. Hein? À chaque phrase que tu dis que tu veux rester, donc 10 000 de moins. 10 000 de moins. Voilà. Non, mais c'est comme ça la négociation. Donc, il n'a pas beaucoup d'options. Puis peut-être qu'Ovitu dit moi, je reste pour aller, donnez-moi 40-50 000 finir la saison. Je dis un chiffre comme ça. Puis il se dit moi, je vais me gagner un contrat pour l'année prochaine. Parce que s'il connaît de gros playoffs, il y a peut-être 3 équipes qui vont l'appeler. Ouais. Et puis là, il va pouvoir négocier un contrat d'étranger en National League. C'est quand même de jolies sommes. Donc, moi, je le garderais. Étant donné aussi ce qui est arrivé à Lecoultre, moi, je le garderais. Voilà. Mais encore une fois, à Genève, c'est un heureux problème. Oui, évidemment. Et d'ailleurs, je pense que Genève Servette va avoir hâte au retour. A déjà hâte depuis un moment, mais le retour de Vatanen va leur faire du bien également parce que... Il avait un super début de saison en plus. Il avait un super début de saison. Reste que Tom Ernest quitte la saison prochaine. C'est Vatanen qui va prendre le rôle de premier défenseur de cette équipe-là. Tom Ernest ne connaît pas sa meilleure saison non plus, même si... Non, moi aussi, sur l'échelle Tom Ernest, on se garde une Exactement. gêne. Il reste quand même un des défenseurs dominants du championnat, soyons francs. Est-ce qu'il serait au début d'un léger déclin? Ou est-ce que sa tête est déjà rendue en Suède? Mais en plein championnat, alors qu'il était premier dans... C'est aussi... Ça aussi, mais t'as beau être le plus grand professionnel au monde, quand ta femme, tes enfants, tes parents te disent « Ah, tu reviens, etc. » Tu as une vie à côté. Les gens ne se rendent pas compte, mais les gars, c'est comme nous, ils ont une vie à côté. Ouais. Et quand tes parents disent « On se réjouit tellement que vous veniez pour les petits-enfants, pour les garder, puis on ferait ci, puis on fait ça. » Puis à tous les jours, tu parles aux parents, puis tu parles à la fin de la saison, du retour, peut-être qu'il est en train... Ça a son effet. Je dis pas que c'est pas un grand professionnel. Je dis pas qu'il va... J'ai beaucoup d'estime pour Tom Ernest. Je lui trouve pas beaucoup de défauts d'ailleurs. Et je pense que dans sa tête, son commitment, quand même, c'est pas la même chose quand tu sais que tu pars. Je suis persuadé de ça. Mm-hmm. Il y a Dominique qui nous demande, concernant Genève, pensez-vous que le surplus de confiance ne sera pas ce qui pourra les nuire, car commencer les matchs avec 2-3 buts d'avance et gagner finalement, mais en se faisant remonter, ça commence à être récurrent pour Genève. On a des gros débuts et ensuite on s'assoit un peu sur on est suffisant le reste du match. Est-ce que ce surplus de confiance peut leur nuire à long terme? Et là, on doit parler de play-off. Parce qu'en play-off, il faut que tu joues 60 minutes. C'est le défaut des équipes talentueuses. Zurich a le même défaut. C'est que les gars, c'est des calculateurs. Ils calculent vaut le travail. Les joueurs de talent, ils font rien pour rien. Puis le calcul vaut le travail dans leur tête. Ils sont malins. Mais c'est aussi des tricheurs quelque part. Les joueurs de talent, c'est des filous. C'est bon, coach. Quand même. Non, mais c'est ça. Il faut que tu vives avec le revers de ces artistes-là. Ils te font gagner des matchs, mais ils te font enrager des fois. Puis ils disent, mais les gars, ouais, mais arrête, c'est bon, de toute façon, regarde, on est premier. On va enclencher de la 4e quand ce sera le temps, c'est pas grave, on va s'énerver. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe. Il y a un nombre incalculable de talentueux. Il y a beaucoup d'expérience. Et les gars, ils sont aussi en mode gestion. Vous croyez que Phil Poula, il a, entre guillemets, il a le faux cul, les matchs le mardi soir, lui, contre l'équipe est premier, il fait son job, etc. Il joue pas sa vie ce soir-là, là. Voilà, on marque. Les gars, oui, ils veulent faire des points. Tu sais, Winnick, là, j'adore Winnick, un des joueurs qui a été le plus constant depuis plusieurs années. Mais les gars, ils sont pas stupides non plus. Là. Le coach a beau lui dire à faire la danse du feu au milieu du vestiaire. On dit, coach, non, t'as pas avec ça. Là. C'est bon, on est premier, on gère. Bien évidemment, ça fait que des soirs, c'est un petit peu moins concentré. Puis pour les fans, ça donne l'impression que les gars, ouais, ils se laissent. Non, ils se laissent pas aller. Ils gèrent. Il gère. C'est pas le moment de risquer un entorse au genou ou se mettre la tête devant un puck.
Ça, c'est l'expérience puis le talent. Puis c'est ce qui fait qu'ils sont premiers aussi, cette expérience. Mais il y a le revers de la médaille. Il y a Elodie qui, elle, nous dit qu'elle craint plus au niveau des gardiens avec des clous, beaucoup de soucis physiques. Oui, d'ailleurs, il était importuné ce week-end encore une fois, une petite blessure. Hein? Ouais. Et elle demande, d'après les bruits, on aurait trouvé un remplaçant pour Henrik Tomernes. Si on a entendu le même genre de bruit, c'est sa question. Chanton? Non, pour Tom Ernest pour la saison prochaine. On reviendra sur Chanton parce qu'il y a un débat là, dans le chat. Ouais, chantons pas, mais faut pas me chanter la même chanson, mais j'ai pas d'infos là-dessus si on va remplacer. Écoute, il est remplaçable, Tom Ernest. Je crois pas qu'on ne peut trouver un défenseur comme lui. Alors, évidemment, le prochain qui va arriver, qu'on va dire, lui, il remplace Tom Ernest, le pauvre garçon, la barre va être haute. Hein? Alors là, Tom Ernest était unique en son genre. Après, on peut trouver des joueurs dans le même genre, oui, mais je ne sais pas si on l'a trouvé pour l'année prochaine. J'ai des bruits sur certains gars qui me viennent, qui seraient en contact, mais je sais pas. Mais en même temps, les patins à chaussée là, de Tom Ernest, ça va être Vatanen qui va le faire. Même s'il est droitier, je pense que la responsabilité va revenir à Vatanen. Offensivement, oui. Après, ça reste à voir quel style de défenseur, quel type de défenseur on va aller chercher pour le remplacer, parce que oui, il est irremplaçable, mais il y a quand même des gars, il va falloir un gaucher, je pense que ça c'est inévitable. Et d'ailleurs, parlant de défenseur gaucher, je vais t'en parler du débat qu'il y a dans le chat. Quentin qui nous dit, Chanton, si on lui donne des responsabilités, il pourra remplacer le Coultre. Kevin qui dit, pas le même genre de défenseur selon moi. Tu ne mettras pas un Chanton sur ton power play, mais Chanton a un bon potentiel de développement. Et Jérôme qui dit, pourtant, Chanton, lorsqu'il joue à la chaux de fond, joue en power play. Et Quentin qui rajoute, Chanton peut clairement tenir un power play, mais évidemment, qu'il y a des noms devant lui en ce moment, comme Carrère, comme Ovitu. Pas tout de suite. Mais c'est de la musique d'avenir, mais éventuellement, Chanton va avoir aussi plus de responsabilités. Il a joué plusieurs matchs sur la première paire avec Tom Ernest. Ouais. Souvent. Donc, on lui donne quand même des responsabilités. Non, il a quelque chose, ce gamin. Honnêtement, il bouge bien, bonne grandeur, il est assez mobile. J'aime beaucoup ce que je vois de lui, très jeune pour l'instant. De leur dire qu'il peut tenir un power play en National League sur un soir de pleine lune, pourquoi pas, mais de façon régulière, remplacer des étrangers qui ont de la bouteille, etc. Évidemment, c'est plus compliqué, mais il est clairement voué un bel avenir. C'est le même genre de joueur que Simon Lecoultre. Bonne première passe, bonne vision du jeu. S'il n'est pas trop high risk, le coach va l'aimer parce que les défenseurs jeunes, les coachs, tout ce qu'ils veulent, tous les coachs vont dire « Je veux pas qu'il m'en coûte défensivement ». Si tu fais ton job défensivement, tu vas avoir de la glace. Si tu prends des risques à gauche, à droite, tu as des revirements, tu fais des mauvaises passes, le coach va dire « Ah non, là, t'es jeune, je peux pas me permettre de faire jouer ». C'est ça la réalité. Donc, on annibile souvent leur côté offensif en leur disant commence par jouer bien défensivement, je veux te faire confiance, je veux te donner de la glace. Si tu m'inspires confiance, après, tu pourras prendre plus de risques. C'est exactement ce qui est arrivé avec Simon Lecoultre. Hein? Simon Lecoultre, combien de fois Louis Matt a dit hey, parce que Simon Lecoultre, c'est un défenseur à haut risque. Moi, je l'ai coaché en junior, j'ai vu jouer au junior au Canada. C'est un gars qui patinage avant. Il y a encore ce petit côté très, très à risque. Il gère un peu mieux, puis tu as plus d'expérience, mais c'est pour un coach, là. C'est fatigant parce qu'un défenseur qui prend des risques, tu le vois. Un attaquant qui prend des risques, il est loin de son but. C'est moins grave un peu. Ouais. Non, mais ça revient un peu. J'aime ta comparaison, Chanton Lecoultre. C'est la même comparaison là, que nous faisait Quentin dans le chat. Il y a Oliver qui nous demande la trade deadline NHL arrive bientôt. C'est le 3 mars, c'est ça. Pensez-vous qu'il y a des joueurs en Amérique du Nord sans emploi NHL qui vont venir en renfort en Suisse? Je serais surpris. Non. Je serais surpris, surtout que pas ce temps-ci de l'année. 3 mars, ça veut dire que les playoffs ici, la saison se termine le 4 mars. Puis de toute façon, la deadline, c'est le 15, je crois, non? C'est le 15 février pour les étrangers, je crois. Ah oui, pour les étrangers ici. Oui, c'est vrai. Oui, moi j'avais. Ça sous réserve, quelqu'un peut peut-être me garantir moi, ça, mais c'est 15 février en tête. Je sais qu'à chaque année, il y a des spécialités, mais il me semble que c'est 15 février pour les moi j'avais trade deadline NHL en tête, là, le 3 mars. C'est ce qui nous parlait. Mais ici, ils doivent les engager avant le 15 février. Donc la trade deadline NHL. Puis les joueurs qui jouent à NHL, qui sont envoyés dans les mineurs, qui n'ont plus de contrat, ils passent aux waivers, puis souvent ils sont
sont réclamés par une autre équipe. S'il y a les étrangers qui viennent, ils vont plutôt venir de pays d'Europe, à mon avis. Oui, comme ça se voit souvent. Jérôme, d'ailleurs, qui nous dit que c'est le 15 février en Suisse. Merci beaucoup à Jérôme pour cette petite précision. Mais Steph, tu t'attends à quoi du match de demain? C'est Genève-Rapperswil. Bon match. Je m'attends à un bon match. Parce qu'on a vendu la semaine dernière, l'autre semaine d'avant, il y a 2 semaines, le choc au sommet Bienne-Genève. Ça n'a pas été le niveau qu'on espérait. Pas atteint des sommets, non. Mais par contre, là, tu as 2 équipes explosives offensivement qui vont s'affronter. Ouais. Est-ce que tu t'attends à la fameuse phrase « on va jouer un match de play-off » ? Est-ce que tu t'attends? Parce que je te l'ai posé exactement la même question en studio dans le Bienne-Genève. Ça m'avait embêté déjà. Genève-Rapi, là, on est à 10 matchs de la fin de la saison. C'est vraiment... Rapi joue bien. Ça va être un bon match de hockey. Moi, ces 2 équipes sont pas si... Sur le papier, Genève est tellement loin, j'ai l'impression, de Rapperswil. Mais dans les faits, Rapperswil a une grosse saison. Je pense que Rapperswil, peut-être c'est d'aller chercher la 2e place. Ils sont tellement réguliers, tellement incroyables sur Rapperswil. On n'en parle pas en Suisse romande ou très peu. Mais ils sont... Stéphane Edlund, là, chapeau à l'entraîneur de Rapperswil. C'est une équipe qui, conditions physiques, hors glace, machin, c'est un entraîneur qui est super exigeant. Et on est obligé de dire que le gars, il fait un sacré travail parce que quand tu arrives là, puis tu coaches des gars, puis les gars connaissent tous à peu près leur meilleur moment en carrière. Tyler Moore a été transformé. Dunaire qui a été cherché à Langenthal a l'air d'un champion du monde. Qui c'est qui avait eu le titre du joueur de l'année qui a signé? Comment il s'appelle celui qui a signé à Berne, qui était Youngster of the Year? Marco Lehmann. Marco Lehmann a connu ces moments incroyables. Là, il y a Egenberger qui ne marche pas. C'est peut-être le mauvais exemple. Mais Roman Vick connaît des bons moments. Les étrangers qui vont là, ça va bien. Tchervenka comme un poisson dans l'eau. Noro fait son job. David Ebicher joue. Nathan Wardou, Youngster of the Year. Baragano a des responsabilités. Et ils en ont eu des blessés aussi, cette équipe-là. Parce que Niklas Jensen, l'étranger, blessé depuis le début de la saison. Donc, à un moment donné... Tchervenka a été blessé aussi. Il tire le meilleur de ses joueurs. Les gars ont tous des bonnes saisons. Niffler au but, c'est un joueur qu'on n'en parle pas. Le deuxième gardien, là, c'est meilleur, le deuxième gardien. Ouais. Et les gars, il y a un gardien numéro 1 average, bon, pas top, on s'entend, un gardien suisse. Puis deuxième, nobody. Puis, Chris, sérieux, ils sont 3e au classement. Non, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Moi, je tire mon chapeau, là. Directeur sportif aussi, comme l'ancien de Zug, là. Je l'ai rencontré, je vois la face. Ça, c'est mon Alzheimer qui commence. Qui est l'ancien le directeur sportif de Zug. Aidez-moi sur le truc, là, je le connais, l'ancien joueur de Zug, là, qui a joué aussi junior majeur au Canada, etc. C'est lui qui a été cherché parce que lui, il était assistant de Stéphane Edlund avec la Zug Academy. Quand il a été nommé directeur sportif à Rapperswil, il a été chercher son copain Stéphane Edlund. Et moi, je l'ai déjà rencontré, Stéphane Edlund aussi, quand il était dans le mouvement junior et skills coach du côté de Zug. Il a des méthodes très particulières, mais c'est un gars, on est forcé d'admettre que ce gars-là, les autres équipes là, vont commencer à lorgner sur lui, hein. Ouais, ça c'est sûr. Aïe. Il est très, très particulier, très dur avec tout le monde, très exigeant avec tout le monde, la pression partout, sur les arbitres aussi, il n'est pas tendre, etc. Mais le garçon, hey, là, c'est plus du hasard, c'est plus la chance du débutant. Au début de l'émission, on parlait des salaires des entraîneurs. Lui, il va pouvoir aller chercher une belle augmentation de salaire à son prochain contrat parce que des preuves que sa méthode marche, il en a, là, avec une équipe qui, sur papier, on voyait peut-être pas dans le top 3 ou dans le top 2 de cette saison de National League. C'est Steinman, le directeur sportif. Il me semble que c'est Steinman. Écoute, ça m'énerve quand je me souviens pas d'un nom, c'est Idéfix. Ouais. Élodie qui nous rappelle que Genève a perdu 2 fois d'ailleurs contre Rapperswil cette saison. Ce sera un match du côté de la patinoire des Vernets. Est-ce qu'on peut dire que c'est jamais facile de jouer contre Rapperswil? Ah, c'est jamais facile, ça, on peut clairement le dire, c'est sûr et certain. Donc, voilà ce qui fait le tour là, quand même des clubs romans. Évidemment, je vous rappelle, 7 matchs demain sur MySports. On a une dernière question, elle est sur Théo Rochette, Steph. Hein? Et c'est moi qui vais répondre. C'est qui, lui? C'est Oliver qui demande Théo Rochette. C'est qui, lui? Non, c'est qui, Théo Rochette? Un petit joueur qui appartient à Lausanne, je crois. Ouais.
Mais qui effectue une forte saison, forte saison à Québec en LHJMQ. Va-t-il jouer à NHL la saison prochaine ou jouer en Suisse? C'est de la musique d'avenir. On verra dans les prochains mois. Mais c'est une bonne équipe, une belle saison pour lui. Ouais. Et on lui souhaite le plus long parcours possible en play-off. C'est ce que je lui dis tous les jours, il faut que tu en profites. Oui, parce que ce sont des belles années qui ne... Exactement. Junior, qui ne repassent jamais. Québec, un super public. Tout est positif autour de l'équipe. Ils sont en mission. Est-ce qu'ils vont y arriver ou non? Après, ces étoiles doivent s'aligner à la fin, évidemment. Mais il faut profiter de ces années juniors. Tous les joueurs qui sont professionnels aujourd'hui, j'ai parlé récemment à Nat Dominicali de ça, qui lui avait gagné la Coupe Memorial avec Kamloops. La finale de la Coupe Memorial des champions qui se joue à Kamloops dans l'Ouest canadien. Et Dominicali m'a dit, je serai à la Coupe Memorial parce que les Kamloops invitent les anciens de cette équipe-là qui ont été champions là-bas. Et puis Dominicali et tous les autres, ceux qui ont vécu les années juniors puis qui ont été professionnels longtemps après, qui ont eu de longues carrières, te disent profite-en, il faut que tu en profites. Ouais. Les années juniors où tous les gars sont dans la même tranche d'âge, les années juniors, profites-en parce que ces années-là, le hockey professionnel, c'est un autre business. C'est pas la même chose. C'est tous des PME qui sont ensemble, tous des joueurs qui sont... Et puis, il faut profiter vraiment de ces années juniors parce qu'elles ne reviennent jamais. Et puis, c'est rare que tu joues dans une équipe qui a une très, très bonne équipe, qui gagne beaucoup de matchs, qui est premier au classement ou qui est dans les meilleurs. C'est pas souvent où tu as une possibilité éventuelle de devenir champion, où tu es un contender pour être champion. Ça n'arrive pas si souvent que ça dans une carrière. Non. Et voilà, donc c'est ça pour dire que c'est Dominicali qui me disait ça justement récemment. Il disait « Let him be a junior, il faut qu'il en profite, etc. » Christian Dubé m'avait dit la même chose. Il faut profiter de ces années juniors, elles passent tellement vite. Et puis quand tu parles à ces gars-là qui ont 35, 40, 45 ans, ils ont des souvenirs très clairs. Ils ne se souviennent pas forcément de leur 6e année pro, mais ils se souviennent clairement de leurs années juniors. Clairement, Christian Dubé m'en avait parlé longuement quand je l'avais vu dans un match, après un match amical à Yverdon. Et voilà, Yann Alston m'en a parlé encore récemment, etc. Des gars qui ont vécu aussi la Ligue junior majeure du Québec ou la Ligue junior canadienne. Donc voilà, c'est sympa, il faut en profiter. Moment présent. Oui, exact. Le reste, c'est de la musique d'avenir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est sous contrat à Lausanne pour l'an prochain. Et qu'il va tourner pro l'an prochain parce qu'il ne sera plus éligible junior. Exactement. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Où ce qu'il va jouer, ça, on ne sait pas. C'est un monde, le monde du hockey, c'est un monde très instable, on sait pas. On sait jamais, on sait rarement. C'est rarement un fleuve tranquille. Évidemment, quand il y a des gars qui signent des contrats de 6-7 ans, voilà, mais ça, c'est pas pour l'instant. Mais ça reste un monde qui est tellement instable, inconnu. Tout peut changer très rapidement. Il faut s'adapter. Voilà, sur ces belles paroles. Moi, j'ai fini avec la philosophie. On va gentiment mettre fin à notre overtime, tout près d'1h40 en live. Il y a Elodie qui nous remercie et qui nous souhaite un bel après-midi. Je vous souhaite également à tous un très bel après-midi, une belle semaine de hockey parce qu'il y a beaucoup de matchs disponibles, diffusés également, évidemment sur MySports. Soirée à 7 matchs demain. Il y a également Studio vendredi, j'y serai. Samedi également. Donc, pour les amateurs de hockey, c'est une autre très belle semaine avant une pause nationale. Parce que le hockey, c'est quoi? C'est plaisir. Voilà. On fait d'ailleurs ce genre d'émission pour le plaisir. Mais on souligne on parle de problèmes de ci, de ça, etc. Mais c'est juste du hockey, là. On s'entend? C'est juste des matchs de hockey, Joe. C'est un jeu. C'est un jeu. Des fois, c'est plus décevant que d'autres, etc. Mais c'est un jeu. Hey, on s'entend, c'est un très philosophique. Philosophie, ça, j'ai fait le philosophie 101, là, c'est le philosophie 102. Bon, bonne fin de journée à tous et on se retrouve très bientôt sur Overtime. Bye bye.